Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis arrivée là à 100 épisodes d'Histoire d'hypercroissance? C'est quoi les critères? C'est à quel moment qu'on dit il faut que j'aille de l'investissement? J'ai toujours eu ce sentiment-là que j'étais à une mauvaise décision de tout perdre. Augmenter notre niveau de gouvernance, avoir plus de conseils, étendre notre réseau. J'ai vu l'opportunité de dérisquer, de sortir une portion de mes avoirs de l'entreprise, de sécuriser un certain montant. Ça veut dire quoi pour vous l'intelligence collective? Transformer des idées en actions et que ces actions en deviennent des succès durables. C'est créer des héros à tous les niveaux. Mais il faut y aller, il faut commencer maintenant. Si vous n'avez pas commencé, vous êtes déjà en retard. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Hypercroissance qui se spécialise dans la croissance humaine et pérenne des leaders et leur organisation. Notre raison d'être est vraiment d'humaniser la croissance des organisations avec nos livres, nos formations en ligne, nos bootcamps, notre accompagnement collectif, le Mastermind Hypercroissance. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, voir plus clair et avoir un impact. Apprenez-en plus sur hypercroissance.com. Depuis le lancement du podcast Histoire d'hypercroissance, on est fiers de dire qu'on a connu plus de 35 000 écoutes dans 14 pays. En janvier 2025, on a atteint nos 100 épisodes d'Histoire d'hypercroissance et je ne vous cacherai pas que c'est une grande fierté parce que seulement 1 % des podcasts vont passer plus de 21 épisodes. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode spécial où on a fait la célébration live avec 300 leaders, donc à l'automne 2024, où on a eu 2 panels. Un panel, c'est pourquoi avoir des investisseurs pour croître, et le deuxième panel, c'est pourquoi maximiser l'intelligence collective. Donc, c'est sûr que le son ne sera pas parfait, mais on voulait quand même vous partager cet événement-là qui était riche en émotions, en échanges, en contact, en connexion, et surtout vous permettre d'apprendre. Donc, la programmation pour ce soir. Donc, dans un premier temps, je vais faire une petite intro de 15 minutes pour vous raconter un peu mon histoire et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis arrivée là à 100 épisodes d'Histoire d'hypercroissance. Par la suite, on va avoir un panel que j'appelle Inspiration, donc où on va avoir 4 invités pour parler de pourquoi avoir des investisseurs pour croître. Et le deuxième panel, c'est le panel Évolution. Comment maximiser l'intelligence collective? Et je sens que ce soir, il y a un summum d'intelligence collective dans cette salle-là avec des gens brillants que j'aime, toute contente de vous voir. Par la suite, on va avoir un témoignage coup de cœur de la Fondation Garde tes cheveux pour laquelle je m'implique. Et il va y avoir des belles connexions et on va terminer avec une bouffe festive. Une bouffe festive et je viens de voir Henry et Bonnie juste là. Donc, merci d'être là. Merci à nos partenaires de la soirée. En fait, sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc, on a la Banque nationale qui est un partenaire d'Impact et je tiens à mentionner le podcast de Geneviève Turbine-Potvin qui est le numéro 91. Par la suite, on a DX Immobilier, donc tous les beaux mobiliers que vous avez ici. C'est notre président souriant, Pierre-Étienne, qui est dans la salle, qui a fait ça ce soir et qui est le podcast numéro 3. Et ensuite, on a la CDPQ, donc Catherine Sanson, qui est ici dans la salle podcast 61. Et comme vous pouvez voir, beaucoup de gens que j'aime, que j'invite sur mes podcasts, Henry Lester's podcast numéro 52 et les gens de Machine 4771 qui sont en fait le studio où j'enregistre mon podcast. J'ai un podcast avec Sébastien qui est le numéro 37 et toutes les belles plantes que vous avez sur les tables, ben, c'est la famille Dion qui est ici, 3e génération. Donc, on a les 3 associés qui sont ici ce soir. Et tout ça ne serait pas possible sans la belle équipe de OPC et le Bungalow. Donc, on est dans un espace incroyable. Donc, il y a Marichou, il y a Caroline à la régie, Tania qui est là pas loin. Donc, merci infiniment d'être des super partenaires pour cette soirée-là. Donc, on va avoir une très belle soirée grâce à vous. Très belle soirée.
Donc, c'est quoi l'histoire et pourquoi on se donne la peine de faire des événements comme ça? En fait, ça a commencé avec le G500 en 2017, où j'ai fait la traduction du livre Scaling Up, Hypercroissance, et je voulais le lancer. Et mon BHAG, mon but hautement audacieux et grandiose, c'était de le lancer devant 500 entrepreneurs francophones. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit pourquoi pas le G500, G500 pour 500 entrepreneurs. Donc, ça s'est réalisé le 17 mai 2017. Très contente. Et aujourd'hui, on a plus de 12 000 copies Scaling Up de vendues. Donc, c'est un best-seller pour un livre québécois. On s'entend, un livre francophone. Très contente. Et par la suite, on s'est rendu compte que les entrepreneurs qui faisaient trop d'hypercroissance, ben, il y avait besoin de prendre soin d'eux. Donc, ça nous a permis, on a dû traduire un deuxième livre pour créer de la valeur, soit celui de Mettre mon masque à oxygène en premier qu'on a lancé le 30 septembre 2019 avec Kevin Lawrence au Club Saint-James. Et le dernier sommet qu'on a fait, c'est vraiment post-pandémie. Donc, le 15 novembre 2022 avec Warren Reston, où là, j'ai décidé de traduire son ouvrage à lui parce que je me suis dit, une fois que les entrepreneurs mettent en place les meilleures pratiques d'affaires avec le livre Hypercroissance, une fois qu'ils prennent soin d'eux, ils ont le goût d'être des leaders d'impact. Donc, le leader en nous, c'est ma troisième traduction avec un événement. Donc ça, je suis très contente. Et à ce moment-là, on avait remis tous les fonds à la Fondation Garde tes cheveux. Et je ne savais pas à ce moment-là si j'allais faire de la chimiothérapie ou pas. Et ben, ça s'est concrétisé. La semaine suivante, j'ai commencé le 22 novembre. Mais là, ce sera l'histoire de la fin de notre soirée pour vous raconter plein de bonnes nouvelles à ce sujet-là. Alors, c'était donc 3 événements reliés au livre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on lit de moins en moins, malheureusement, et on écoute beaucoup des podcasts. Heureusement, il y a d'autres choses. Et aujourd'hui, vous êtes là pour célébrer les 100 histoires d'hypercroissance. 100 histoires et 100 épisodes qui vont apparaître en début d'année. Il y a plus de 35 000 écoutes de notre podcast seulement avec 100 épisodes. On parle de 9 pays. On parle de plus de 110 invités jusqu'à présent. Et on parle d'une 5e saison qui s'en vient l'année prochaine. Merci. Donc, pourquoi j'ai créé ce podcast-là? C'est qu'en fait, je vais être bien honnête avec vous, c'était l'ère des selfies, puis de prendre des photos, et j'ai horreur de ça, le téléphone. J'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour être sur les réseaux sociaux? Et je me suis dit, si je crée un podcast, j'ai un contenu, et de là peut découler différentes choses. Et ce que j'aimais pas des podcasts dans lesquels j'étais invitée, il n'y avait pas de connexion humaine. Tu arrives là, tu es sur un Zoom, ça prend 30 minutes, voici les questions à l'avance, aucune magie, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'humanité. Et c'est là que je me suis dit, non, moi, je veux raconter les histoires des entrepreneurs parce que je pense qu'une des plus grandes richesses que j'ai développées au fil du temps, c'est vous, la communauté, c'est vous qui êtes ici ce soir. Et j'avais vraiment envie de raconter votre histoire parce qu'ici au Québec, je trouvais qu'on voyait seulement, c'est comme s'il y avait 4 entrepreneurs qui réussissent, alors que regardez la salle Combe ici, comment c'est extraordinaire. Donc ça, c'est dans un premier temps, histoire. Mais ceux qui me connaissent, histoire rime avec hypercroissance. C'est beau raconter des histoires, mais concrètement, là, comment tu crois? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, l'idée, c'était de briser la dichotomie de l'humain et de la croissance. Trop souvent, même notre culture québécoise qui est un peu comme ça, de nous dire « Ah oui, toi, tu vises la croissance. » Bien, je voulais faire cet événement-là pour démontrer à quel point les gens qui visent la croissance, ce sont des gens profondément humains, d'où ces 100 épisodes, d'où les 8 panélistes de ce soir. Donc, ça donne le balado « Histoire d'hypercroissance ». Et juste pour vous mettre en perspective un peu, je vous ai sorti des données des podcasts. Il y a seulement 1% des podcasts, en fait, qui dépassent le 21 épisodes. Il y a plus de 5 millions de podcasts sur la planète et seulement 10% ont du contenu régulier et environ 50% des podcasts ont 10 épisodes et moins. Il y a plus de 465 millions d'auditeurs et on vise 500 millions d'auditeurs en 2025.
Et quand on parle de podcasts francophones, il y en a 80 000. Et quand on regarde ça, dans le fond, on se rend compte que 30 des Québécois vont écouter les podcasts en moyenne 5 épisodes par semaine. Et 60 des gens vont utiliser ce média-là pour être capables d'apprendre. Donc, il y a quelque chose de fort dans le podcasting et si vous n'en faites pas, je vous encourage à en faire. On a un super studio qui est ici pour vous aider. Mais il y a 60 des auditeurs qui discutent des épisodes avec les gens, leur entourage. Et c'est ça aujourd'hui la magie qui s'est opérée. Puis j'ai plein d'exemples de vous. J'ai écouté ton podcast, j'ai parlé à un, ça a créé des connexions humaines. Pourquoi? Un podcast, on rentre dans l'intimité, surtout dans le studio. J'ai voulu les faire en présentiel. J'ai voulu créer des vidéos YouTube pendant 1 heure de temps. J'ai voulu mélanger toutes sortes de personnes pour vous faire connecter et apprendre. Et dans le fond, quand je regarde les statistiques, ben ça valait la peine. Mais pour être capable de faire un podcast comme ça prend une armée. Ça prend des gens vraiment impliqués. Et cette soirée-là, je la dédie à Daniel Gagnon. Daniel Gagnon nous a quittés en l'été 2023. Il est décédé d'un accident de moto avec sa femme, heurté par un chauffeur. Et ceux qui ont participé aux 50 premiers épisodes de podcast, c'était Dan qui vous recevait avec sa casquette, son petit café et créait cette chaleur-là, cet environnement-là d'être comme dans le salon chez nous. Et on a réussi à passer à travers la pandémie. On voyait des gens, on n'avait pas le droit de se voir, on arrivait avec le casque, on s'assoyait. Ça a été magnifique parce que moi, c'était ce que j'appelais mes journées bonbons. Donc, Dan, je te dédie cette soirée-là juste pour toi, puis je te remercie. Et tout ça... Évidemment, il y a l'équipe du studio, Machine 4771. Peut-être juste lever la main. Je sais que vous êtes là ce soir. Vous êtes là proche du bar. Donc, on a Sébastien qui a pris la relève. On a Guy, on a Clément, on a Fred qui sont une super équipe qui m'aide. On a Alex et Gianni qui sont ici, donc toujours là pour nous aider avec les podcasts. Mes 2 complices, Sonia et Stéphanie. Et Jean-François Major qui est ici. Il est là, Jean-François. Jean-François, on n'a pas été capable de le remplacer par l'intelligence artificielle. On fait des blagues, on parlait de ça tantôt, Jean-François. Jean-François écoute chaque épisode parce que moi, je voulais faire du contenu de qualité. Je ne voulais pas faire un contenu fade, boboche, puis que finalement, après 10 épisodes, on ne le fait pas. Donc, Jean-François écoute chaque épisode et c'est lui qui va écrire le synopsis, qui va être capable de trouver les bons mots pour faire rayonner l'entrepreneur. Et ça, c'est important pour moi. Et il y a l'équipe de Boléan qui est ici. L'équipe de Boléan, vous êtes où? L'équipe de Boléan. Et j'ai mis un chapeau de fête à Maxime parce qu'il m'a dit 4 fois que c'était sa fête. Fait que bonne fête, Maxime. OK? Bonne fête. Donc, merci d'être là ce soir. Donc, tous les invités du podcast, je pense que ça a en fait eu un super bel impact pour plusieurs personnes. Donc, qui vous êtes ce soir? Parce que, évidemment, la vedette, c'est vous. Vous êtes 150 entreprises, près de 300 personnes. On était à 287 tantôt. Donc, différentes industries, différents parcours. Mais prenez le temps ce soir de dire quelle est votre intention. Vous allez connecter avec des gens, vous allez écouter, vous allez recevoir plein de messages intéressants, mais quelle est votre intention pour la soirée? Et je veux vous dire merci d'être là pour apprendre, connecter et grandir. Donc, levez la main, mes clients dans la salle. Ceux qui sont mes clients, OK, wow, j'ai une belle communauté. Donc, clients dans la salle, partenaires, on aime ça, partenaires. Qui sont mes gens du mastermind? Ma gang du mastermind, vous êtes là. Donc, les gens du mastermind, vous avez sur votre cocarde un petit rond mauve. Vous êtes mes ambassadeurs de la soirée parce qu'on part une cohorte l'année prochaine, donc en février. Si vous avez des questions, allez voir ceux qui ont les petits ronds mauves. Ils vont vous faire un plaisir de vous parler des niaiseries qu'on peut faire dans le mastermind. Maintenant, qui a fait mes bootcamps? Qui a participé à mes bootcamps virtuels? OK, quand même. Donc, ça, c'est super. Et le plus important, on a 71 personnes qui ont répondu à l'appel des 100 premiers podcasts. Levez votre main.
Excellent, j'adore ça. Et sachez que vous, les 71 personnes, vous avez, allô Joseph, sur votre cocarde, vous avez le numéro de votre podcast. Donc, l'idée, c'est de faire un échange avec les gens que vous parlez ce soir pour justement faire vivre ce contenu-là de qualité extraordinaire. Donc, merci et sans oublier mes deux super complices, Sonia et Stéphanie, sont toujours à l'arrière-scène, mais vous êtes où? Une belle main d'applaudissements. Je dis toujours, on est une micro-équipe qui a un méga impact et il embarque dans mes folies. Je dis, on va faire ça, ça ne sera pas compliqué, ça va être correct. Finalement, c'est pas facile, mais il embarque, on est arrivé aujourd'hui, donc je remercie sincèrement du fond du cœur. Sans elle, ce ne serait pas possible. Alors, partagez votre expérience. On a un photoboot qui va être là. Il y a la photographe aussi qui est ici avec nous. Donc, hashtag sans histoire d'hypercroissance. Prenez des belles photos. J'ai amené mes poules. Ah, les poules vont être toutes sur le vidéo. Hey, wow, hein? Fait que ça va être... On va se rappeler de ça. Cléo, la poule. Et donc, prenez des photos avec les poules comme on a fait dans nos événements les dernières fois. On aime ça. Il faut que ce soit cocasse. Il faut que ce soit ludique. Donc, le mindset que je veux que vous ayez ce soir, puis là, je suis contente parce que là, la salle a de l'air concentrée. Fait que validez votre niveau d'engagement, votre niveau de concentration, puis restez curieux un petit peu plus longtemps parce que ce soir, ça va être des pépites d'or extraordinaires qu'on va avoir avec la qualité des gens qui vont parler. Et là, j'ai assez parlé. Je vais vous demander de vous lever et vous allez rencontrer deux personnes que vous ne connaissez pas et vous allez raconter votre super histoire. Et là, vous allez voir, dans la cocarde, je n'ai pas mis le nom de l'entreprise parce que l'identité de l'entreprise est restée à la porte. Je veux qu'on connecte les humains ensemble et je veux que vous soyez capable de dire c'est quoi votre histoire en une phrase. Donc, souvent, on reste dans notre petit... Donc, c'est parti. 5 minutes, 3 personnes qu'on ne connaît pas. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ce que je voulais, c'est justement, souvent, on va aller voir les gens qu'on connaît, mais je vous dis, la qualité des gens qui sont ici ce soir, c'est exceptionnel. Je voulais juste dégourdir la salle un peu pour que le après panéliste, vous soyez en mesure après les panels, que vous soyez en mesure de connecter tout le monde ensemble. On va rester ici jusqu'à 8 heures sans problème. On peut même étirer un peu. OK? Donc, c'est quoi, en fait, moi, je voulais juste vous amener un peu dans mon univers. Quand on parle d'entrepreneur, s'il y a une chose à faire d'ici la fin 2024, c'est de focusser sur l'essentiel. Les entrepreneurs en font beaucoup trop. Il faut focusser sur l'essentiel, offrir de la qualité et accélérer. Et souvent, vous voulez trop faire tout en même temps, mais vous ne faites rien de bien. Donc, c'est ça qui est important. Fait que je voulais vous lancer cette image-là. Et c'est sûr, vous allez voir aussi que tous les panélistes qui vont être ici ce soir ont quelque chose en commun. Ils ont une ADN très claire et des fondements très clairs. Ils savent exactement qui ils sont et vers où ils s'en vont. Et en fait, l'importance pour créer de l'hypercroissance, c'est d'avoir un momentum. C'est d'être capable d'avoir une clarté d'ADN et une clarté de vision vers où on s'en va, d'accumuler des résultats qui sont visibles, énergisés. Et c'est comme ça que le flywheel va se créer, le momentum va se créer dans les organisations. Et c'est pour ça qu'on voit tellement de belles organisations en hypercroissance qui sont présentes ici ce soir. Et comme Jim Collins le dit souvent, dans le fond, l'excellence, c'est pas en fonction des circonstances, mais c'est vraiment une grande partie, ce sont des choix conscients et une discipline d'exécution hors pair. Et les panélistes qui sont là ont une discipline et ont fait des choix où ils n'ont pas eu peur de foncer. Et c'est ça que je voulais démontrer. Je voulais vraiment vous inspirer, vous permettre d'évoluer. Ils ont été capables de soulever les 3 grandes barrières à la croissance. Donc, la première, ils ont été capables de s'entourer de super bons joueurs. Je vois Damotech avec l'équipe ici, c'est bon, je vous vois. Oui, c'est ça, vous êtes first row en plus. D'être capable d'investir au bon moment aussi, investir dans les technologies, investir dans des usines manufacturières. Et ils ont été capables de retravailler un positionnement stratégique qui les rend uniques. Donc, c'est ça que j'avais le goût de partager avec vous. Ils sont capables de connaître leur BHAG à eux, donc le but hautement audacieux et grandiose, le fameux BHAG. Donc, ils savent exactement quelle montagne ils vont monter.
Et leur jaune d'œuf est clair. Tous ceux qui font la stratégie avec moi, je parle toujours de la clarté. Donc, du jaune d'œuf et du blanc d'œuf. Il y a trop d'entreprises qui font des omelettes. Un petit peu de tout. Tu t'en vas sur le site web, c'est un catalogue, ça ne veut rien dire. Mais dans le fond, il faut être capable de focusser. Il faut être capable d'être niché pour être capable de viser une hypercroissance. Et c'est là qu'il faut se concentrer sur le fameux jaune d'œuf et avoir cette clarté-là. Parce qu'il n'y a pas de compromis avec le leadership et Kevin Lawrence le dit très bien. Dans le fond, le leadership, soit qu'il vous détruit lentement ou il vous rend plus fort. Et moi, tous les gens que j'ai vus sur le podcast, vous êtes tous des gens inspirants et vous vous développez, vous n'avez pas peur d'investir, de prendre des risques. Et c'est vraiment ça qui était important pour moi. Et je voulais maximiser l'intelligence collective lors de cette soirée. Et je voulais prendre les grandes tendances. Je trouve qu'on ne parle pas assez maintenant de pourquoi avoir des investisseurs pour croître et pourquoi on ne prend pas l'intelligence collective, c'est sous différentes formes. Et j'ai été chercher un expert de chacune de ces éléments-là. Je vous demande de confronter vos faits brutaux. Chaque organisation a des patterns. Moi, ça ne me prend pas de temps. J'arrive dans une organisation, je vais comprendre tout de suite le pattern. Soyez ouverts. Quand je vous demande de rester curieux un petit peu plus longtemps, qu'est-ce que ça vous dit à vous? C'est quoi les faits brutaux que vous vivez en ce moment et comment vous pouvez les surmonter? Et c'est là que les connexions peuvent être intéressantes. Et c'est là que pour ça, moi, j'ai productifié mon offre. Donc, j'aurais pu rester un coach de carrière, mais j'ai voulu offrir plus. J'ai voulu avoir un impact plus grand. Alors aujourd'hui, l'hypercroissance, bien, ça est accessible à tous. On a des challenges qu'on appelle la découverte gratuite. On a l'autodidacte, les gens qui veulent acheter les livres. On a la formation en ligne, on a le bootcamp qui est une formation virtuelle et on a notre produit vedette qui est vraiment le mastermind, qui est un collectif d'exécution pour reprendre les mots de Pascal. Tu parles d'un collectif, donc je t'ai volé ton mot, mais je le dis devant tout le monde que j'ai volé ton mot, OK? C'est bon, parce qu'elle parle de son collectif, donc on est, fait que je trouve que c'est vraiment ça qu'on a besoin de créer. Fait que c'est quoi les nouveautés? Donc moi, comme coach en hypercroissance, je me dois d'évoluer. Trop souvent, on reste puis on répète la même recette. Moi, c'est pas comme ça que je travaille. J'aime ça vraiment évoluer. Alors aujourd'hui, on a un diagnostic très précis pour les entrepreneurs, les PDG, pour être capable de leur permettre de bien comprendre où ils doivent mettre leur énergie lors de la croissance de leur entreprise. On a une application. Donc, toute formation qui est faite chez nous se retrouve sur une application. On a nos 2 joueurs ici qui vont filmer tout ce qu'on fait. Ils vont le mettre sur l'app. Donc, Stéphanie va le mettre sur l'app. Donc, on essaie vraiment de s'adapter à vos besoins, rendre ça accessible et facile. On a une spécialiste, Karine, qui travaille avec nous, Karine Cassir, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a fait le cash flow story avec plusieurs entrepreneurs. Et on a Ilias ce soir d'Atman. T'es où, Ilias? Il est là. Ilias, bon, super. Un beau partenariat avec Atman où ils sont en train de créer des coachs virtuels pour aider les leaders à savoir comment coacher leur équipe. C'est vraiment le futur. Donc, j'aime bien m'entourer de gens. Et on a le Growth Faculty. Donc, on était 42 entrepreneurs à aller voir Jim Collins le 8 octobre. Donc, j'essaie de créer. Et en nouveauté et en primeur ce soir, je vous dis que dorénavant, je vais faire partie, à partir de maintenant, je vais faire partie de la belle équipe de ADN conférenciers. Donc, Adrien, je ne sais pas, Adrien est là. Adrien, donc une belle boîte. Combien que tu as de talent dans ta boîte, Adrien? 65 talents, dont ma collègue Sophie Reiss qui est ici. Elle est là. Bon, donc Sophie qui est déjà conférencière avec son livre « Un cancer en cadeau ». Et moi, je vais me joindre à cette belle famille-là, toujours dans le but d'avoir un impact encore plus grandiose. Donc, merci d'être là. Merci de me donner cette opportunité-là. Et il y a Ariane. Ariane, t'es où, Ariane? Donc, elle est là. Ariane, qui est, elle a une histoire passionnante. Elle va nous partager ça dans les prochains podcasts d'ici la fin de l'année, où on va créer des pauses santé parce que je sens mes entrepreneurs, mes équipes de direction essoufflées. Et elle a eu une idée géniale, fait qu'on va tester ça dans le mastermind. Donc, bref, ça roule, on n'arrête pas, on a plein de belles idées. Donc, il y a un écosystème complet que j'ai réussi à construire avec toutes les belles connexions que j'ai faites et je suis fière aujourd'hui de dire qu'on a un écosystème pour humaniser l'hypercroissance.
Qu'est-ce qui s'en vient pour nous de notre côté? On va être à Stratégie PME. La première fois qu'on fait ça, on va avoir un kiosque. S'il y en a parmi vous qui veulent des billets gratuits, on en a tout plein. Donc, juste écrire à Sonia qui va pouvoir vous en donner. On a un challenge qui s'en vient. Donc, vous avez des nouvelles personnes dans votre équipe qui ne connaissent pas l'hypercroissance. Ben, on fait la théorie des petits pas. Donc, inscrivez-les à notre challenge, c'est gratuit. Donc, on veut vraiment avoir un impact. Évidemment, le bootcamp qui revient en janvier et le mastermind qui débute en février, donc la cohorte numéro 4 et le mastermind Alumni avec les gens qui restent avec moi année après année. Les inscriptions sont ouvertes pour la cohorte numéro 4 et on a déjà 3 personnes présentes ce soir qui se sont inscrites. Ça, c'est ça. Donc, Max qui est là. Max, allô Max. On a Jannie-Claude. Jannie-Claude, es-tu arrivée? Es-tu là, Jannie-Claude? Je la vois pas. Jannie-Claude et Charles-Antoine avec son équipe aussi. Donc, on est content que vous soyez là. Très heureuse. Je veux que ce soit un win-win. Je veux avoir un impact. Donc, si vous avez des questions, allez voir ces gens-là. Et j'ai Pierrot aussi qui m'aide dans le développement des affaires. Pierrot, t'es où? Pierrot, il est là, juste là. Donc, Pierrot aussi est là pour répondre à vos questions, pour s'assurer de partir une belle cohorte en février. Donc, je vous remercie sincèrement de votre confiance. Fait que, bref, on est là pour connecter les morceaux. On est là pour vous permettre de regarder en avant. Et sans plus attendre, passons aux choses sérieuses. Donc, j'inviterai pour notre premier panel, j'inviterai Julia pour venir nous présenter notre premier panel sur scène. Bonjour Julia, merci d'être là. Merci. Oh, c'est un petit peu... Ça fait du monde, hein? Ça fait du monde. Ça fait du monde. On est chanceuse. On est chanceuse. Oui. Merci. Merci à toutes et à tous pour ce soir. Merci Cléo. Merci Hypercroissance de nous donner la chance, la Banque nationale, d'être le partenaire d'impact de ce bel événement. Je suis vraiment contente et honorée de pouvoir présenter le panel numéro 1, le premier panel, qui se penche sur la question suivante. Pourquoi avoir des investisseurs pour croître? Si tu me permets, Cléo, je vais profiter de ce temps d'antenne pour répondre à cette question-là, mais en tant que banquier. Oui, ben vas-y. La Banque nationale. Alors, en tant que banquier, moi, je suis directrice principale entreprise gestion privée. Alors, je vais vous répondre à la question sur 2 volets. Le volet entreprise, vous savez, les entreprises, entrepreneurs, vous avez souvent des projets d'envergure, vous voulez vous développer, croître, et souvent, dans ce temps-là, on a besoin des fonds, des capitaux extérieurs, en plus des capitaux de l'interne, de la liquidité de la compagnie. Alors souvent, ce qu'on fait, il y a 2 choix. On s'en va emprunter, on prend la liquidité de la compagnie ou on va sur le marché financier pour chercher des fonds. Dans les dernières années, les banquiers, nous, on constate qu'il y en a plusieurs fonds. C'est facile d'avoir des fonds pour financer des projets d'acquisition, de croissance. Parce que les offres sont nombreuses, sont alléchantes, sont diversifiées, sont créatives. Par contre, bien qu'on aime faire des prêts, on veut juste tout simplement s'assurer qu'il y a une bonne pérennité dans l'entreprise. Donc, il faut faire attention de ne pas maximiser, de ne pas endetter l'entreprise au maximum parce qu'on veut réaliser le projet, on veut rendre à destination. Il faut vraiment bien évaluer les choses. Endetter une entreprise, c'est à son maximum, c'est également mettre des barrières, mettre des restrictions à son développement, à sa croissance. Et pour nous, quand on regarde, on étudie un dossier, il y a un certain niveau de confort qu'on voit qu'il y a un apport dans la structure de financement. Il y a également une proposition d'un apport d'un partenaire financier parce que ça vient donner un certain équilibre à la structure financière. Donc, de là, l'importance d'avoir également un investisseur pour croître. Deuxième volet, on oublie souvent, mais le premier investisseur et le partenaire le plus important d'une entreprise, c'est l'entrepreneur lui-même. Alors, il faut vraiment s'assurer qu'il y a un équilibre financier entre l'entreprise et l'entrepreneur. Et à la Banque nationale, on veut vraiment s'assurer qu'on est capable d'accompagner l'entreprise dans sa croissance, mais également avec l'entrepreneur dans la croissance et la protection de son patrimoine. Parce que toute entreprise est très tributaire aussi des facteurs socio-économiques que des fois, on n'a aucun contrôle. Et ça a un impact direct sur le patrimoine familial de l'entrepreneur.
Alors, entreprise et gestion privée, j'ai mes collègues ici avec moi. On est ici pour vraiment accompagner nos entrepreneurs pour ça. Alors, je suis très curieuse et vraiment très hâte d'entendre les points de vue de nos panélistes. Donc, si tu me permets, je vais lire mes notes parce que je ne veux pas faire d'erreur. Oui, c'est correct, c'est correct. Alors, le premier panéliste, M. Joey Carré, occupe le poste de PDG au sein d'Éclairage DALS, une entreprise qu'il a cofondée en 2009. Grâce à une équipe exceptionnelle et des partenaires dévoués, il a contribué à la croissance de l'entreprise, marquée par des lancements de produits novateurs et des avancées en éclairage intelligent. M. Guillaume Bézinet est cofondateur, chef de la direction et président du conseil d'administration de FX Innovation, une entreprise spécialisée dans la transformation numérique et positionnée dans les plus importantes PME québécoises et canadiennes. M. Christian Turgeon possède 20 années d'expérience dans les investissements et le développement des affaires au Canada et l'international. Et avant de cofonder BDG et associés, il a travaillé avec certains gestionnaires de fonds de capitaux privés et institutionnels les plus importants et les plus renommés du pays. Et en dernier et non le moindre, et parenthèse, on m'a toujours dit d'être gentil et professionnel avec les gens parce qu'on ne sait jamais quand on les recroise. Monsieur Éric Naman, quand je le recroise après 2 ans. Monsieur Éric Naman est un entrepreneur de longue date dont le parcours professionnel est peu conventionnel. En 2010, il a racheté Damotech avec le désir de développer une organisation qui reflétait sa philosophie en termes de culture et d'entreprise et de marque forte. Alors, sans plus tarder, la place à nos panélistes. Merci, Cléo. Merci. J'ai vu plusieurs personnes faire des deals avec des private equity. Et puis, le modèle commençait beaucoup à m'attirer. On a un vrai plaisir, une vraie passion à bâtir les entreprises dans lesquelles on investit. On a une vraie passion aussi à bâtir, puis un intérêt, puis un plaisir à bâtir BDG aussi. Une des décisions courageuses qu'on a prises, réduire notre chiffre d'affaires pour être en mesure de réorganiser, restructurer nos opérations puis nos équipes pour mieux avancer sur les créneaux dans lesquels on avait décidé de devenir des joueurs de classe mondiale. Cette cible-là doit être extrêmement claire. Puis de bien définir qu'est-ce que ça prend. C'est quoi l'équipement que tu as besoin, c'est quoi l'équipe que tu as besoin, c'est quoi la préparation que tu as besoin. Un jour, ma comptable m'appelle pour me dire il y a une compagnie à Boisbriand qui répare des étalages d'entrepôt. Puis j'étais assez vexé au téléphone parce que je lui ai dit qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une compagnie qui répare des étalages d'entrepôt. Ça a été une très, très bonne décision. On a grandi de 186% dans les 5 dernières années. Messieurs, bienvenue. Très heureuse que vous soyez ici. On est heureux d'être ici aussi, je crois. Oui. Merci, Cléo. Tout à fait, merci. Oui, good. Pas mal. Pas mal. Alors, vous êtes 4 humains extraordinaires. J'ai eu la chance de vous avoir toutes sur le podcast. Et merci d'avoir accepté l'offre de venir ici, de parler justement d'un sujet, je trouve qu'on parle pas beaucoup. On parle beaucoup d'un paquet d'affaires, mais quand on arrive à parler des vrais investissements, on n'a pas nécessairement cette chance-là. Et aujourd'hui, ce qui est unique, c'est que on a des belles histoires, mais on a Joey et Christian qui sont aussi investisseurs et dans le fond, toi, tu as décidé d'aller de l'avant aussi. Donc, BDG a investi dans DALS et il y a cette belle dynamique-là qu'on va voir aussi live. Donc ça, je trouvais ça important. Et je vais me plugger, là. Je me rappelle quand vous étiez dans votre deal, là, t'envoyer le vidéo de Christian à ta gang pour dire, regarde, c'est lui le gars qui va investir, OK? Et ça a été génial parce que les gens après ont compris. Donc, on voit un peu, donc, 4 humains extraordinaires. Je dirais que j'ai une petite préférence pour le grand au bout là-bas, là, mais ça, je dirais pas pourquoi. Donc, merci d'être là. En fait, ce que je veux savoir, puis je veux qu'on agisse vraiment comme on le sent, OK? Mais l'idée, là, c'est de dire, tu sais, il y a plein d'entrepreneurs ici dans la salle. C'est quoi les critères? C'est à quel moment qu'on dit, là, faut que j'aille de l'investissement? Pouvez-vous me raconter un peu votre parcours et ça a été quoi les différents choix que vous avez faits pour ça? Donc, les critères et quel moment?
Tu commencer, Guillaume? Je vais répondre à ta question, mais avant, je voulais juste, te remercier de nous avoir tous invités. 2, dire à quel point tu es extraordinaire pour l'écosystème d'entrepreneurs au Québec. Okay? Merci. C'est un écosystème. Merci. Merci, Guillaume. Parce que tu as créé quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il y en a d'autres comme l'École d'entrepreneurship de Beauce, mais tu mets la lumière sur les entrepreneurs, puis tu les aides tous à poursuivre, puis à accomplir encore plus. Fait que merci. Merci. Maintenant, je vais répondre à ta question. Oui. D'emblée, ce que je dirais, nous, en fait, premier investissement, expliquer l'histoire d'FX en 30 secondes, fondé en 2002, un peu une omelette pour les premières années. Okay? Oui. Pas de jaune d'œuf, pas de blanc d'œuf. Puis si vous vous souvenez, c'était après la bulle Internet. Donc, après ça, le marché des services en technologie se cherchait un peu. Il n'y avait pas tant d'innovation. Tranquillement, l'info nuagique, le cloud computing commençait à apparaître. Okay? Donc, ça nous a pris un certain temps à se positionner puis trouver c'était quoi notre blanc d'œuf puis notre jaune d'œuf puis décider sur quoi on allait vraiment focusser pour devenir un joueur de classe mondiale. Une fois qu'on l'a trouvé puis qu'on a commencé à connaître une forme de croissance, je dirais, intéressante, c'est à ce moment-là qu'on a voulu structurer l'entreprise pour justement augmenter notre niveau de gouvernance, avoir plus de conseils, étendre notre réseau. Puis c'est là qu'un investisseur est devenu important et intéressant. Parce que, tu sais, souvent, on pense qu'un investisseur, c'est juste de l'argent. C'est pas juste de l'argent. C'est du capital de croissance. Ça peut te permettre d'investir dans certains secteurs de l'entreprise. Ça peut te permettre aussi de simplement supporter la croissance parce que la croissance est déjà là. Mais pour être capable d'y répondre, il faut être capable d'avoir du capital de croissance. Ça peut te permettre de faire des acquisitions, mais surtout d'avoir du conseil autour. Oui. Donc, je ne m'étendrai pas là-dessus. J'aimerais laisser les autres aussi répondre. Mais le conseil d'administration vient souvent avec un investissement. Oui. Si on n'a pas une gouvernance minimum, l'investisseur ne suivra pas. Puis ce conseil-là est extrêmement important pour la suite. C'est bon, ça fait du sens. Qui veut y aller? Moi, je peux y aller, Cléo. Puis encore une fois, un gros merci là, de nous recevoir. Moi, je suis dans une position un petit peu particulière ce soir. J'ai mon partner qui est ici à côté de moi. Puis là, j'ai mon avocat qui est dans la salle qui me regarde. Fais attention à ce que tu dis. Non, mais tout farce mis de côté. Moi, nous autres, j'ai cofondé l'entreprise en 2009 avec mon beau-frère Sean. Je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui le connaissent. Il aurait vraiment aimé ça être ici avec nous ce soir. Mais cofondé l'entreprise en 2009 avec Sean, on sortait d'une situation difficile d'une ancienne entreprise. Et puis, on est vraiment allé all-in. C'est quand on a commencé l'entreprise, là, on a mis les quelques fonds qu'on avait dans l'entreprise, on a re-hypothéqué nos maisons. Et puis, on est vraiment allé all-in. On a parti la business. Puis, on a eu quand même un beau parcours. On a eu une belle croissance du début. Mais je te dirais que moi, de mon côté, j'ai toujours eu, tu sais, au début, la trésorerie était très serrée. Puis, j'ai toujours eu ce sentiment-là que j'étais à une mauvaise décision de tout perdre. Ouais. Puis, tu m'as connu, Cléo, on a travaillé ensemble pendant plusieurs années. Je pense que ça a beaucoup affecté la façon que je gérais de la business d'une bonne manière, parce que ça m'a rendu très prudent. Mais rendu à un certain niveau, je pense que ça m'a rendu aussi très, très timide envers... Quand il fallait commencer à apprendre, rendu à une certaine taille, j'ai trouvé que la croissance devenait de plus en plus difficile à aller chercher. Les investissements, les décisions stratégiques qu'on avait à prendre pour se rendre là étaient de plus en plus complexes. Et puis, je commençais à voir dans le marché un peu, dans mon réseau d'amis entrepreneurs, des gens qui ont fait des deals, des partenariats avec des private equity. Puis la formule, pour moi, était vraiment attirante parce que j'ai vu l'opportunité de dérisquer, de sortir une portion de mes avoirs de l'entreprise, de sécuriser un certain montant, mais en même temps, en restant un actionnaire d'une façon significative. Fait que, tu sais, quand même, la motivation puis le drive entrepreneurial restent là en même temps. Fait que c'est là que j'ai commencé à penser, à dire, je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant pour moi. Et puis vraiment, de dérisquer, puis de vraiment, je pense, je suis dans la mission de devenir un meilleur entrepreneur maintenant, en ayant un partenaire qui peut vraiment venir appuyer nos décisions, nous aider à faire les bonnes décisions. Et quels étaient tes choix à ce moment-là, tu sais, Joey, de dire, tu sais, des choix pour le partenaire? Excellente question. Puis je peux dire que c'est là que j'ai commencé à observer un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait, c'était quoi les possibilités. J'ai commencé à parler à certains
des aviseurs, des firmes comptables, avocats qu'on a dans notre réseau pour comprendre ça serait quoi les prochaines étapes qu'on pourrait prendre. C'est là, en fait, que Eric m'a dit hey, « Tu devrais écouter, Cléo, elle a parti un podcast, elle a fait un podcast avec Christian Turgeon, puis il explique très bien le modèle du private equity. Puis je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse. Puis je connaissais pas ça, tu sais, private equity, je connaissais le mot, mais c'est quoi que ça fait, comment que ça fonctionne, je savais pas. Fait que j'ai écouté le podcast, ça a commencé à me chicoter. Et puis là, ben éventuellement, qu'est-ce que nous autres, on a fait, c'est qu'on a fait un processus. Fait qu'on a vraiment embauché avec une firme, avec un aviseur là, de Mergers and Acquisitions, les gens qui après ça un banker. Et tu le recommandes de faire un processus avec quelqu'un qui t'aide? Pour nous, ça a été très utile. Okay. Pour nous, ça a été très utile. On a été sollicité à quelques moments par d'autres firmes. Fait qu'il y aurait des façons de le faire d'une façon plus directe aussi. Il y a des gens qui font ça, que ça fonctionne très bien pour eux. Pour nous, c'est quelque chose qui a pris quand même plusieurs années. Ça a pris, tu sais, avant même qu'on lance le processus. Moi, je me suis vraiment, tu sais, je me suis rapproché d'un aviseur avec qui je partageais les mêmes valeurs, dont la patience. Et puis, on a parlé pendant plusieurs années pour vraiment développer, emmener l'entreprise pour où est-ce qu'elle devrait être pour vraiment faire un partnership qui serait win-win avec un private equity. Fait que pour nous autres, c'est quelque chose qui a bien fonctionné pour nous. Puis dans le fond, Christian, là, j'aimerais ça que tu me donnes, toi, ton point de vue d'investisseur. Le point de vue, il était plusieurs égards. On voit plusieurs contextes de transactions, mais ce que Joe décrit comme contexte où essentiellement, quand on grandit l'entreprise, c'est pas toujours linéaire. Mais il arrive un moment donné où les steps deviennent de plus en plus grands, beaucoup plus de risques d'exécution, beaucoup plus de capital requis, avec des décisions qui ont le potentiel d'avoir quand même un bon potentiel de disruption aussi sur la business. Oui. Donc, un élément dérisqué. Puis ça, on le voit souvent où il y a comme des fois un tabou aussi. Il y a un élément de monétisation aussi, des fois là-dedans. Tu sais, un entrepreneur qui a bâti une entreprise sur plusieurs décennies, des fois, il arrive à un point où tu dis, je veux continuer. Mais en même temps, c'est correct aussi de vouloir monétiser une partie du patrimoine puis se dérisquer par rapport à ça. Puis ça, des fois, on trouve que c'est un peu tabou, mais il n'y a pas de raison que ça soit tabou. Ça fait juste partie du cycle de vie de l'entrepreneur. Ça, c'est correct. Après ça, nous autres, c'est sûr que ce type de contexte-là, pour nous, est super favorable. C'est super intéressant. Et puis, nous, il y a toujours un élément de chercher le meilleur alignement possible. Quand on embarque dans une situation comme ça, bon, ça a de la cliché de parler, il faut avoir un alignement, c'est évident, mais il y a deux aliments qu'on regarde principalement. Est-ce qu'on a un alignement sur la vision de l'entreprise? Je sens très bien qu'il y a toujours un décalage entre la vision qu'un entrepreneur, opérateur va avoir versus l'investisseur. C'est nous, la réalité, on est de passage. Donc, on se constate comme un investisseur patient, on est là pour le long terme, mais on n'est pas là pour toujours. Donc, ça, c'est une finalité, c'est un élément qui fait partie des circonstances. Puis l'autre élément qui est particulièrement important, c'est l'alignement de valeur. On sait quand on grandit une entreprise, quand on développe une entreprise, il y aura toujours des situations qui peuvent être compliquées, internes, externes, etc. Donc, essentiellement, d'être sûr qu'on a toujours un alignement de valeur qui va nous permettre de passer au travers des décisions difficiles, des moments plus compliqués. Ça, c'est des éléments qui sont importants. Pour nous, c'est tout ça qui vient de mélanger un peu ensemble. Mais il y a quelque chose que tu disais très important dans le podcast, c'était la fameuse thèse d'investissement que tu avais. Peux-tu nous parler un peu de ça? Oui, en fait, c'est un peu... oui, tout à fait. Oui. Quand je parle d'alignement sur, justement, la vision de l'entreprise, pour nous, c'est sûr que quand on regarde une entreprise, il y a toute une série de critères. Puis je veux pas... On les connaît, évidemment. Il y a plein d'éléments, mais pour nous, c'est hyper important de comprendre, puis on est très patient. J'aime ce que Joey disait. On passe beaucoup de temps à comprendre d'où vient l'entreprise, mais aussi d'où viennent les gens qui sont derrière l'entreprise, c'est quoi les entrepreneurs, c'est quoi leurs ambitions, etc. Pour comprendre où elle est aujourd'hui, essentiellement, se développer une vue de où on pense qu'elle peut aller. Après ça, nous, on se pose la question, essentiellement, est-ce qu'on est des bons partenaires pour l'amener de ce point-là, on appelle ça du point B au point C, puis est-ce que là, justement, il y a un alignement avec le management team, avec les entrepreneurs, tu sais. Puis aujourd'hui, BDG a levé plus de 500 millions. Donc, en capital, plus de 20 acquisitions avec tout le portefeuille, 11 entreprises dans votre portefeuille. Oui, tout à fait. C'est intéressant. C'est sûr que nous, on est passionnés par les entreprises dans lesquelles on investit, les partenariats qu'on construit, etc. Des fois, on oublie qu'on bâtit notre entreprise aussi. Hein? Oui. Donc, on a parti l'entreprise il y a une dizaine d'années. On est rendu, justement, on est au 3e fonds. Donc, avec effectivement plus de 500 millions de capital, une vingtaine d'acquisitions faites avec des opérations un peu partout là, sur le continent. C'est quoi ta plus grande leçon apprise dans toutes ces années-là? Mettons pour les gens dans la salle. Là. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. C'est pas fair de poser la question de la plus grande leçon, il y en a bien trop. Les gens. L'importance des gens. Oui, non, effectivement. Toutes les fois qu'il y a quelque chose qui va bien ou quelque chose qui ne va pas à notre goût, quand on creuse,
ultimement, ça revient souvent au côté relationnel avec les gens. Oui. Donc, tu sais, des fois, il y a plein de bonnes idées, il y a plein d'entreprises, il y a plein de capital, etc. Mais ultimement, ce qui fait qu'on se couche le soir puis qu'on est bien avec ce qu'on fait puis qu'on est content, c'est ultimement, est-ce qu'on a des bons partenariats, est-ce qu'on est content de travailler avec les gens avec qui on travaille, etc. Puis ça, je pense que c'est peut-être pas une leçon, mais c'est certainement une constatation de satisfaction d'entrepreneur. C'est qu'essentiellement, tu as la chance, quand tu bâtis ton entreprise, tu as la chance de faire ce que tu aimes avec les gens que tu aimes, d'avoir un élément de pouvoir, un minimum de contrôle aussi là-dessus. Continuez cette passion-là, parce que vous êtes tous des passionnés, les associés, puis vous trouvez des gens aussi passionnés que vous. Alors, moi, je pense qu'on fait le plus beau métier au monde parce que justement, on n'a pas à choisir une entreprise, on est capable. Et puis tu peux choisir toutes les entreprises que tu veux. C'est bien. On travaille avec plein de monde passionné sur plein d'éléments qui sont tellement cool, tellement fun à voir se développer. Donc, merci. C'est ça qu'on est recherche. Oui. C'est intéressant. Fait que là, on voit la dimension ici d'EFIX. EFIX qui a eu deux investissements, en fait, en 2000, on a eu 2018. En fait, 2018, investissement de la Caisse de dépôt. Oui. Donc, un investissement dans le capital minoritaire. Je salue les gens de la Caisse qui sont ici. Ça a été une expérience formidable. Vraiment une très belle expérience avec la Caisse. Puis, en 2023, on a vendu à Bell. Donc, Bell a acquis 100% d'équité d'EFIX Innovation. Donc, on est super content parce qu'investisseur québécois, rendement important pour la Caisse. Puis, par la suite, on joint les rangs d'une société québécoise qui a un bureau chef au Québec puis qui avait des ambitions mondiales dans notre secteur. Donc, au lieu de bâtir, en fait, un FX Innovation, FX est devenu, dans le fond, la fondation de la croissance de Bell dans le secteur des technologies. Puis il y a des beaux projets de croissance de votre côté. Vous vivez l'hypercroissance. Absolument. Pour ceux qui suivent un petit peu les médias ou LinkedIn, depuis juillet, on a fait 3 acquisitions. Fait que vous êtes en hypercroissance. On est en hypercroissance, absolument. Oui, c'est ça. C'est bon. Je suis contente que tu sois ici ce soir. Tu as le temps de venir ici. Et de ton côté, Éric, toi, tu as pris un fonds, en fait, des investisseurs américains. Peut-être tu peux nous donner cet angle-là qui est différent. Oui, absolument. Mais avant, je peux dire un petit mot. Oui. Merci, Cléo, pour ce que tu fais. Oui. Pour moi et pour tout le monde ici. Lui, je ne suis pas ça. Il y a toujours du coaching 24/7. Fait que je ne sais pas s'il est tout le temps content, là. Mais bon, en tout cas. Alors oui, effectivement, mon histoire est un peu similaire à Joey. Ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai acheté Damotech en 2010 avec un partenaire. Et on a fait grandir l'entreprise tranquillement, pas vite. Puis en 2017, lui, il était prêt à faire autre chose. Fait que j'ai acheté ses parts à lui dans une transaction très amicale. Et là, je suis devenu quand même seul à gérer le navire avec une très, très bonne équipe qui est là d'ailleurs. Et alors, en 2021, je sentais un peu le même poids, c'est-à-dire des grandes responsabilités, toutes les décisions, c'est beaucoup d'investissements, des gros dollars et de la dette, et encore de la dette. Et on continue à travailler, puis on avance, puis les choses vont bien. Puis nous, juste pour vous dire, ça fait 14 ans d'affilée qu'on grandit à 22% par année de croissance. Fait qu'on est quand même habitué, on n'a jamais eu une année négative. Fait que même si j'investissais, j'étais confiant que j'allais être capable de continuer à faire grandir la machine. C'est juste que c'est quand même beaucoup de responsabilités. Et à ce moment-là, j'ai fait un process un peu comme Joey, avec un aviseur, et on a fait un processus qui a échoué. C'était en plein milieu de la COVID, et on n'a pas réussi à arriver au bout d'un successful deal. Et alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on a continué à travailler, puis en 2023, une des entreprises, des private equity firms qui était basée à Denver, avec qui j'ai reconnecté en 2023, est revenu à la table, puis on a fait une transaction qui a été extrêmement bonne pour nous. J'ai eu un luxe particulier qui était un accident de parcours. Et c'était que ça fait 7 ans que l'entreprise est sur le Growth 500, qui sont les 500 compagnies en plus forte croissance au Canada. Et alors, ce que ça a fait, c'est que beaucoup de compagnies prennent la liste à chaque année, puis ils appellent les compagnies, puis ils leur disent « Hey, super, félicitations, vous êtes sur la liste, est-ce que vous voulez vendre? » Puis à chaque année, j'en recevais, et à chaque année, je prenais
tous les appels et je rencontrais tous les investisseurs. Et ça, ce que ça a fait, c'est que ça m'a donné une très bonne idée de qu'est-ce que je voulais et qu'est-ce que je voulais pas dans un processus de transaction. Et alors, c'était très clair pour moi, quand j'ai rencontré mon partenaire, que c'était avec eux que je voulais tomber en amour, disons ça, comme ça. Et alors, ça a beaucoup aidé le processus. Et ce que souvent les entrepreneurs font, c'est qu'ils passent beaucoup de temps à bâtir leur équipe, puis ils bâtissent leur équipe basée sur des valeurs, mais ils ne passent peu de temps à évaluer l'acheteur qui va les acheter ou l'investisseur qui va investir avec eux, parce que je pense personnellement qu'une transaction qui a du succès, c'est une transaction qui a deux choses, et l'aspect monétaire et l'aspect valeur. Parce que si on n'a pas ça, on va être misérable, malgré qu'on est peut-être possiblement riche. Et alors, voilà. Ça fait vraiment du sens. Ben justement, parlons de l'aspect justement des valeurs puis de la culture. C'est souvent ce qui fait peur. Et si on regarde la croissance de ton côté, tu es passé, tu sais, en 2018, tu avais 400 employés. Là, on parle de 1200, 3 acquisitions. Comment on est capable de garder la culture? Puis, tu sais, on sait que chez FX, la culture, c'est quelque chose qui a toujours été fort. Alors, parle-nous un peu de ça. Ben, en fait on dit culture eat strategy for breakfast, puis c'est un peu vrai. Puis en même temps, je reprendrais Jim Collins qui dit ta stratégie n'a aucune importance si tu n'as pas les bonnes personnes. Oui. À la limite, tu es mieux d'avoir aucune stratégie, mais les bonnes personnes, parce que les bonnes personnes vont en trouver ta stratégie. Oui. Fait que, ça a été de trouver, dans un premier temps, je pense, la caisse de dépôt pour nous, c'était, on a rencontré plusieurs investisseurs en 2018 pour trouver le bon. Ce qu'on voulait, c'était un investisseur patient, un investisseur qui allait mettre autour de la table des gens d'expérience pour nous accompagner. Donc, on avait un conseil consultatif avant. On a eu un conseil d'administration formel à partir du moment que la caisse est rentrée dans le capital. Donc, ça nous a permis de formaliser. Mais dans les échanges qu'on a eus avant, on a fait un processus où on a éliminé plusieurs investisseurs potentiels pour terminer avec 2. On voulait des investisseurs basés au Québec, qui connaissaient aussi la culture québécoise, puis en même temps, avec qui on allait bâtir vraiment une équipe de conseil, parce qu'un conseil d'administration, c'est avant tout, le mot le dit, c'est conseil. C'est du conseil. Ils ne sont pas là pour vérifier ce que tu fais, ils sont là pour t'aider à croître, ils sont là pour te donner des conseils. Puis, tu le mettais tantôt sur une slide, là, en français, j'oublie, confront the brutal fact. Oui, confronter les faits brutaux. Oui. Les faits brutaux, merci. Ça se dit mal, mais en tout cas, toujours mieux en anglais. Mais on a tout le good to great en anglais. Oui. Donc tu sais, ça prend un alignement de culture d'un point de vue humain. OK, le respect. C'est sûr qu'avec certains fonds d'investissement, il y en a qui ont certaines philosophies, certains profils qui investissent dans certaines industries, puis ils cherchent certains types d'organisations, certains types de croissance, puis qui sont là aussi pour une période X. Oui. Donc, déjà, il faut se poser la question, on veut un investisseur qui est sur une durée de temps X. C'est quoi le profil de rendement recherché? C'est des vraies questions qui se posent. Oui. Par la suite. Puis comment qu'on forme le conseil d'administration, combien de sièges qu'on va obtenir. C'est toute cette flexibilité-là. Puis moi, quand je parle de mon expérience avec la caisse qui est excellente, je choisissais les membres du conseil avec eux. Jamais ils ont mis quelqu'un sans m'en parler puis sans être certain que j'étais à l'aise avec la personne qui allait prendre... Avec la base de ce que je comprends de tout ce que vous dites, c'est l'espèce de le relationnel et comme les bonnes personnes dans les bons sièges, c'est comme la base autant d'un côté comme de l'autre. Et c'est quoi les conseils que vous donnez? Quelqu'un qui tu sais, puis y a-tu, tu sais, je me mets dans la peau là, des gens, là, tu sais, y a-tu un chiffre d'affaires? Y a-tu un nombre d'employés? Y a-tu une valorisation d'entreprise nécessaire? Tu sais, quelqu'un qui est dans la salle, là, qui dit, ben moi, je fais 25 millions, je suis correct, je suis pas correct. Tu sais, c'est quoi vos conseils, justement, à ce niveau-là? Moi, je peux dire de mon côté, je vais pas dire de chiffres parce que peut-être que je peux laisser, je ne sais pas si Christian ou Eric aurait plus d'insight de ce côté-là, mais je pense qu'il y a différents investisseurs pour différentes tailles d'entreprise. Et puis souvent, tu vas être à un certain niveau, puis tu vas entendre dire, bon, quand tu vas te rendre à ce niveau-là, ton buyout, disons, quand tu vas te rendre à ce niveau-là, puis là, tu vas avoir accès à un différent portfolio d'investisseurs. Fait que nous autres, quand j'avais commencé à y penser, à faire une transaction, aller chercher un investisseur en private equity il y a quelques années,
on était quand même, on n'était pas à la cible où est-ce qu'on voulait être pour avoir cette discussion-là. Fait que ça nous a quand même donné un but vers lequel travailler. Et puis c'est là que je dirais comme dans le conseil, c'est de commencer en avance, tu sais, de commencer, si c'est quelque chose que tu penses qui pourrait t'intéresser dans 5 ans, bien commence à y penser aujourd'hui, puis commence à parler à des gens, de t'entourer de différentes personnes dans ton écosystème. Tu sais, je suis dans la salle aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont passé à travers ça. Tu sais, de parler à ces gens-là. Moi, je reçois souvent des appels, des gens qui sont intéressés à passer à travers ça, puis je suis tellement heureux de leur parler de mon expérience, de leur donner des conseils, parce que moi, j'ai été chanceux de recevoir ça des gens. Fait que de commencer de le préparer en avance, de comprendre le niveau vers lequel que tu veux te rendre avant de faire une transaction, parce que comme je dis, je pense qu'il y a différents partenaires disponibles pour différents niveaux. Et puis après ça aussi, je dirais vraiment là, les aviseurs, les gens avec qui tu vas t'entourer pour faire cette transaction potentielle-là, ça, c'est très important. Fait que je dirais, je sais qu'on a mon ami Pierre-Philippe dans la salle aujourd'hui, notre avocat, que on a fait un podcast avec lui, d'ailleurs. Fait qu'on a bâti vraiment, au fil des années, la structure corporative avec Pierre-Philippe. Je ne m'aurais pas vu commencer cette relation-là à froid avec lui quand on est tombé dans la transaction-là. C'est quelque chose qui se prépare. C'est quelque chose qui se prépare. Puis aussi, du même côté, des aviseurs, le banker, si on veut. Fait que de développer ces relations-là vraiment à l'avance pour moi. Comme Julia disait aussi, pas d'avoir du surendettement, de bien préparer le tout. Puis après ça, d'être patient, attendre le bon moment. Qui va venir des fois quand tu t'en attends pas. Des fois, le moment il peut arriver rapidement. Oui, ça peut arriver. Fait qu'il faut être prêt. Oui. Pour rebondir aussi là-dessus, je pense que dans la préparation ou dans les conseils, clairement, on l'a dit, il y a un élément très humain là-dedans, de partenariat, d'aliments de valeur, etc., puis d'aliments sur comment on voit l'entreprise évoluer. Il y a plein de modèles, il y a plein d'investisseurs qui ont plein de modèles d'affaires avec plein de différentes prérogatives. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dedans. Par contre, le fit est super important. C'est de parler avec, comme Joey disait, avec tous les intervenants, etc., mais c'est de parler aussi avec d'autres sociétés dans lesquelles les investisseurs avec qui on veut parler sont déjà impliqués. Parce que on rencontre un entrepreneur, on rencontre une équipe de direction, on leur dit un peu c'est quoi nos valeurs, on leur dit comment on voit comment on voit la relation, comment on voit les choses évoluer. Mais on leur dit toujours, prenez le téléphone puis appelez d'autres entreprises dans lesquelles on est pour discuter des différentes situations, des bonnes, des moins bonnes, etc., qui peuvent être arrivées. On n'a pas de cachette là-dessus. On dit toujours, vous n'allez pas juste entendre nécessairement de la perfection, mais ce que vous allez entendre, ça nous représente l'élément est super important, le fait par rapport à ça. OK. Excellent. Ça, je comprends ça. Puis, dans le fond, peut-être, Éric, tu peux nous parler, mais y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment? Tu es passé à travers ce processus-là et souvent, quand on fait la transaction, c'est un processus qui est laborieux, qui est très exigeant, très émotif. Alors, pour les gens dans la salle qui s'apprêtent peut-être à passer dans des processus comme ça, qu'est-ce que tu ferais peut-être différemment ou c'est quoi les leçons apprises? Wow. Je peux répondre à ta place, si tu veux. Oui. Non, non, c'est une blague. Écoute, honnêtement, je vais répondre par ce qu'on a fait, parce que ça a quand même très, très bien été. Peut-être que ce que je pourrais dire, c'est que la première fois qu'on l'a fait, le processus, c'était vraiment un genre de dry run pour nous, malgré que c'était un failed process dans un sens. Ça nous a beaucoup aidé à apprendre. Et j'ai aussi impliqué des membres de l'équipe qui étaient avec moi, qui faisaient les management presentations, puis toutes ces choses-là. Puis notre contrôleur, Fred, qui est quelque part dans la salle, qu'on n'est jamais capable de faire quoi que ce soit sans lui. Fait que merci, Fred. On s'était préparé la première fois, on avait fait un sim, puis tout ce qui allait avec, puis on avait fait tout le processus, puis c'était un énorme learning pour nous. Et la deuxième fois, ce qui est arrivé, c'est que on avait déjà vécu tout le processus la première fois, quand le deuxième processus est arrivé, on était prêts, on avait par exemple, une des faiblesses dans notre première présentation, c'était que la plupart des compagnies qui nous rencontraient, des investisseurs, ils sont toujours intéressés de croître. Alors, leur première question, c'est, OK, une fois qu'on vous a acquis, c'est qui qu'on va acheter en deuxième? Et en troisième, puis etc. Alors, la deuxième fois qu'on a fait le processus, j'avais déjà une compagnie sous LOI, j'avais une lettre d'intention déjà signée
pour acheter mon plus gros compétiteur. Et alors, quand l'investisseur est arrivé, puis qu'on lui a dit on avait une LOI déjà signée, ben, ses yeux sont devenus plus gros et son chèque aussi. Alors, c'était vraiment une très bonne chose. Oui, c'est intéressant. Ouais. Écoute, on arrive déjà à la fin parce que, et là, j'aimerais ça peut-être juste que vous me disiez en une phrase l'émotion dans laquelle vous vous sentez maintenant, parce que vous êtes passé à travers ces processus-là. Donc, tu sais, ça a amené une certaine évolution, mais comment vous vous sentez maintenant après avoir fait ça, ces différents investissements-là? Tu sais, c'est quoi l'impact que ça a sur vous? Fait que je terminerai avec une phrase comme ça, chacun de vous. Christian, tu as les yeux, tu me regardes. Fait que tiens le micro plus proche, puis tiens, commence. Fait que c'est quoi, tu sais, le fait de passer à travers tous ces processus-là, c'est quoi la valeur que tu vois, l'émotion que tu vois chez les gens? Moi, j'ai beaucoup de fierté. Oui. Oui, tu sais, que je le regarde, je réponds de la perspective de l'investisseur qui regarde, dans le fond, un peu les gens. C'est quand même, c'est pas des choses que les gens font plusieurs fois dans leur vie. Oui. Nous, essentiellement, une transaction, on va en faire quelques-unes par année, donc c'est pas quelque chose qui, je ne vais pas dire que c'est banal, c'est toujours extrêmement significatif, mais contrairement de la position de l'entrepreneur, c'est une étape de vie énorme. Tu sais. Donc, c'est de voir la satisfaction, la fierté, puis l'enthousiasme aussi de ce qui s'en vient par en avant. Ça, c'est super cool à voir. La fierté. Oui. Éric, de ton côté? C'est exhilarating, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est excitant. Ouais. Et puis, c'est de pouvoir continuer à s'accomplir à travers ça. Et une des choses, un genre d'effet qui est un peu escompté, c'est que c'est drôle, on a un partenaire, mais on devient plus libre parce qu'on est prêt à prendre plus de risques pour pouvoir continuer à grandir. Et ça, c'est très intéressant parce que la responsabilité d'une erreur est partagée, alors que dans le scénario numéro 1, quand vous êtes seul, ben, l'erreur est à vous. Et c'est plus stressant, on va dire ça comme ça. Oui. Puis il y a une chose intéressante aussi, c'est que ton investisseur à toi, il y avait 15 % qui devaient aller aux employés clés. Exact. Ça s'appelle un incentive equity, puis c'est 15 % qui est distribué aux joueurs clés dans l'entreprise. Et c'était un des facteurs qui faisait que j'étais intéressé de participer avec cet investisseur-là. Parce que tu grandis avec ton équipe. Certainement. Puis ils sont engagés, puis ils travaillent avec l'idée de pouvoir, contribuer et de recevoir basé sur leur contribution. Alors, c'est vraiment intéressant. Tu n'es pas seul là-dedans. Fait que non seulement tu as les investisseurs, mais tu as l'équipe. Exact. Puis on prend des décisions souvent ensemble. On va regarder à quoi on pense, puis comment. Puis c'est toute l'équipe qui est impliquée. Et ça me rend vraiment fier qu'ils soient tous des partenaires dans la transaction. Oui, ça, je le vois, je le ressens, puis j'ai la chance de vous connaître. Vous êtes toutes là, c'est le fun. Excellent. Joey, de ton côté, toi, qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi l'émotion? Bien, je peux te dire que quand on a fait la transaction, ça a été assez, en anglais, on dirait anticlimatic. Comme la transaction a pris place, tu y rêves pendant plusieurs mois, tu es stressé, ça l'arrive, puis là, la transaction a pris place. Puis je suis rapidement comme passé aux prochaines étapes. Puis je regarde par en arrière, puis je regrette un peu de ne pas l'avoir plus célébré, cet heureux moment-là dans notre vie. Puis je vois Eric, puis toutes les cool things that he's done. Puis je dis, peut-être que j'aurais pu un petit peu plus célébrer avec l'équipe et puis tout ça. Mais ça a été mon processus à moi. Ma femme, elle me dit, mon épouse, elle me dit qu'elle me voit beaucoup moins stressée. Okay. Probablement parce que j'ai été tellement stressé pendant le processus. Elle me voit quand même moins stressé, mais je te dirais qu'aujourd'hui, honnêtement, je suis super heureux, puis je continue d'être extrêmement passionné puis motivé par ce que je fais, puis super motivé pour les prochaines étapes, puis j'en apprends beaucoup, puis honnêtement, là, c'est couteau d'un dent. Couteau d'un dent, on aime ça. Excellent. Guillaume, de ton côté? Moi, de mon côté, ça va ressembler un peu à Christian, dans le sens que une de nos valeurs chez FX, c'est humble mais fier, humble but proud. Fait que c'est un peu comme ça, je me sens, c'est l'émotion. Puis pourquoi? Ceux qui me connaissent très bien dans la salle, il y en a certains, m'entendent souvent dire ça. Fait que je vais être un peu comme un broken record. Ben, l'entrepreneur, pour moi, tu sais, comme l'urgentologue, sa job, c'est de sauver des vies. Pour moi, un entrepreneur, sa job, c'est de créer de la richesse puis de l'abondance dans son écosystème, dans sa communauté. C'est le pouvoir qu'on a, de créer des bonnes jobs, puis de faire en sorte que notre économie est plus forte. Puis ça, c'est mon why un peu. Puis pourquoi humble but proud? Mais parce que, justement, on a décidé de faire une transaction avec la Caisse de dépôt.
Puis par la suite, 2023, ben, ça s'est transformé en une transaction qui était profitable pour un fonds de pension québécois important. Donc, créer de la richesse, créer de la valeur dans son écosystème. Puis maintenant, ben, on le fait avec Bell, qui est une entreprise du Québec. Puis Mirko, une des premières choses qu'il m'a demandé quand on s'est rencontrés avant la transaction, ça a été « Je veux que tu m'aides à transformer la culture de Bell. Je veux que tu m'aides à nous rendre plus agiles. Je veux absolument pas vous intégrer. Je veux garder votre indépendance, votre brand. Puis je veux que tu nous aides à créer un nouvel axe de croissance. » Exactement. Fait que pour moi, c'est venu chercher mon why aussi, puis ma fierté de dire « J'ai le goût de faire ça pour une entreprise d'ici qui a la capacité de supporter ma croissance, mais qui ne veut pas nous absorber. » Oui. Donc, c'est un peu la fierté et l'humilité là-dedans. Là. Écoutez, messieurs, on est déjà à la fin. J'aurais pu avoir plein de monde dans le salle. Je vois Michel Blaquière qui a fait de multiples acquisitions de tout ça. Il y a plein de gens dans la salle qui auraient pu venir ici, mais merci d'avoir pris le temps de partager. Ils sont hot, hein? Quand même! Merci. Yes! Je vous remercie. Vous pouvez y aller. Merci. Super. Alors, c'était notre premier panel. Ce que je comprends, encore une fois, l'humain au cœur de tout, de vraiment être préparé. Donc, si vous avez envie de faire des choses, de vraiment être préparé, de prendre le temps de se mettre des objectifs, travailler sur la valorisation d'entreprise. Donc, merci beaucoup. Plein de belles pépites d'or. Maintenant, j'inviterai Catherine Sanson à nous présenter, en fait, nous parler de la CDPQ, qui est le podcast numéro 61. J'ai eu une belle entrevue avec Catherine aussi. Donc, nous parler un peu de la Caisse de dépôt et placement, d'un programme dans lequel j'ai la chance de m'impliquer, de chef de file. Donc, est-ce qu'on a des chefs de file dans la salle? C'est parce que oui. c'est dans mon excuse-moi, je te vole le punch. OK, je te laisse y aller. Vas-y, Catherine. Vas-y. Mais oui, on en a plusieurs dans la salle. J'ai vu Pascal, j'ai vu Vicky qui s'est peut-être levée, j'ai vu Zara, enfin, vous connaissez. Mesdames, bonsoir. Écoutez, merci beaucoup, Cléo, de favoriser comme ça des rassemblements. Et merci à vous tous de vous être présentés en aussi grand nombre. Franchement, c'est très, très énergisant de vous voir tout le monde dans la salle. Je suis très fière de représenter la CDPQ et puis Guillaume aura permis de vous expliquer un peu notre rôle d'investisseur. Je veux juste peut-être rappeler que oui, on est un investisseur qui, comme vous le savez, investit dans les entreprises québécoises, mais on le fait parce qu'on a une mission, je le rappelle, qui est double. C'est pour générer des rendements pour nos déposants et puis pour participer au développement économique du Québec. Nos déposants, c'est 48 déposants de la Régie des rentes à la CNSST, à la SAAQ. Et c'est 6 millions de Québécois, Québécoises qui sont regroupés parmi nos 48 déposants. Donc, c'est vraiment un impact important ce que la Caisse fait au Québec et puis par l'entremise, justement, des entreprises dans lesquelles on investit. Et moi, mon rôle, c'est le volet, justement, qui arrive en amont de l'investissement. C'est imaginer, créer, mettre en œuvre des initiatives pour contribuer au développement économique du Québec, qui est l'autre volet de notre mission. Parce que la Caisse, c'est pas que du capital, c'est aussi un réseau, c'est des experts. J'ai des collègues aussi dans la salle qui sont là ce soir. Stéphanie, bonsoir, tu es là quelque part. Et c'est comme ça que j'ai connu Cléo. Et ça, c'est pas exactement dans le podcast, vous pourrez l'écouter pareil. Là, mais donc, je suis très touchée d'être ici pour représenter la CDPQ, mais aussi sur une note personnelle, parce que je suis une très, très grande fan de Cléo et tout ce qu'elle accomplit. Et on partage ensemble ces valeurs-là d'entraide, de communauté, de solidarité. Et puis, tu l'as mentionné rapidement, Chef de file, ce que c'est, en fait, c'est une initiative qu'on a lancée, nous, il y a 5 ans. Cléo a fait partie de l'aventure à ses tout débuts pour soutenir des femmes entrepreneurs qui ont 5 millions et plus de chiffre d'affaires. Je vous le dis, il y a 5 ans, trouver des femmes entrepreneurs de 5 millions et plus de chiffre d'affaires au Québec. On a fouillé, on a fait des téléphones, on a fait comme on a dit tantôt, on a pris la liste là, des 300 PME du Québec, puis on les a appelés, puis on a dit, mesdames, il y a tout un écosystème pour appuyer l'entrepreneur féminin. Il y a d'ailleurs Ruth Vachon qui est là ce soir, bonsoir. Mais on s'est dit, nous, la Caisse, comment on peut permettre à des entrepreneurs qui sont déjà sur un parcours de croissance d'accélérer leur croissance par des moyens que la Caisse peut mettre à leur disposition qui ne sont pas nécessairement du capital, comme on le disait, des ateliers, des parcours de formation, du réseautage. Et c'est pas pour rien que j'ai la chance justement de vous présenter le panel sur l'intelligence collective parce que ça fait ça aussi partie de nos valeurs. Excusez, c'est pas très 2.0 mon affaire, mais on va avoir besoin des fixes aussi pour venir moderniser peut-être notre agilité à la CDPQ.
Donc, encore une fois, merci Cléo de nous avoir accompagnés dans l'aventure à ses tout débuts. Puis, je veux juste ramener une anecdote, qui n'est pas une anecdote, ça a quand même été pour nous, je pense, assez marquant, la pandémie. Tu as beaucoup parlé de l'humain, puis oui, la croissance, mais le bien-être des entrepreneurs, c'est fondamental. Pas juste dans un but de faire croître l'entreprise, mais faire croître l'individu. Et puis, en 2020, quand on ne pouvait plus vraiment connecter, puis c'était difficile de parler de croissance à ce moment-là, on a appelé Cléo, puis on a dit, écoute, nous, on organiserait des Teams juste pour jaser, juste animer une discussion, peu importe le sujet, on n'est pas là, puis les entrepreneurs, je pense qu'ils ont apprécié d'avoir cet espace-là pour se confier. On a senti une belle solidarité. Des fois, les gens pensent encore qu'ils sont seuls avec leurs problèmes, mais au contraire, les gens ont envie de partager et ont envie de s'entraider. Puis ces valeurs-là, Cléo, tu les fais vivre aussi à travers ton implication dans la Fondation Garde tes cheveux. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à Ça s'en vient, ça s'en vient. Je ne vais pas brûler le punch non plus, oui. mais on sait pourquoi on est là. Oui. Et je tiens encore une fois à souligner ton implication dans cette cause-là, très importante. Merci, puis bravo pour ton implication. Passons au prochain panel. Oui, Intelligence collective. J'ai quelques notes sur les gens qui vont venir nous rejoindre sur scène. D'abord, Vicky Joseph, fondatrice de V Cosmétiques International, une entrepreneure en série, créatrice, philanthrope, fondatrice et PDG de V Cosmétiques International. Vicky Joseph transcende, c'est bien le mot qu'on écrit, le secteur des affaires et étend son impact au leadership communautaire. Elle est d'ailleurs, elle a déjà remporté une mention comme quoi c'est l'une des femmes les plus influentes du Canada. Alors, tu peux venir nous rejoindre, Vicky, pendant que j'annonce les autres invités. OK, pas tout de suite. Mais c'est correct, viens. Viens pas, viens, moi, je suis contente. Julie Roy, bonsoir, présidente et chef de la direction de Roy. Oui. Allô, Julie, chef de file. Oui, dans chef de file, excellent. Julie, présidente et chef de la direction de Roy. A réussi là où 90% des repreneurs échouent. Donc, c'est la 3e génération d'une entreprise familiale. Grâce à la réputation sans tâche, c'est le cas de le dire, ils font de l'entretien ménager, de son entreprise, elle a su décrocher des contrats prestigieux, dont des fleurons importants du Québec. Julie, bonsoir. Ruth Vachon, bonsoir. Ruth, que j'ai mentionnée, présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec, une figure incontournable du milieu des affaires et de l'entrepreneuriat féminin, une femme de terrain et de vision, qui arrive de loin d'ailleurs, merci d'être avec nous ce soir, qui répand la bonne nouvelle en Australie. Ça prend juste Ruth, décalage horaire, pas grave, là, let's go. Hein? Alors, merci d'être avec nous. Et Dominique Dany, président et cofondateur de Move AI. Dominique est l'incarnation du leader innovant. Sa mission au sein de Move AI est de démocratiser l'IA et de contribuer à rendre le Québec plus performant par l'utilisation concrète de l'intelligence artificielle. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour l'invitation. Merci à toi, ma chère. Tu n'as plus le choix. Les entreprises qui vont réussir dans le futur, c'est des entreprises qui vont adopter l'intelligence artificielle. On n'a plus le choix aujourd'hui. Il faut y mettre du temps, de l'énergie. Il faut mettre ça dans son plan stratégique. Il faut faire une espèce de switch dans l'écosystème pour être capable d'aider plus de femmes, puis qu'elles créent plus de richesse au quotidien, parce que les femmes sont extrêmement généreuses. Leur façon de répartir leur richesse, elle est très, très, très près dans leur communauté. Donc, bienvenue. Donc, on a un panel qui est à des couleurs que j'adore, des couleurs d'intelligence collective, des couleurs qui sont importantes pour moi. Vous avez chacun votre expertise. C'est un peu ce que j'ai écrit là. Donc, on a Ruth qui est là pour parler de la force du réseau, l'entrepreneuriat féminin, tout le maillage. On a Julie qui... Tous les clients dans la salle, je parle toujours de Julie, OK? Donc, de sa culture de bienveillance, de sa culture de meilleur employeur, qui a repris l'entreprise familiale, 3e génération. On a Vicky Joseph, qui est une philanthrope, une femme multi-entrepreneur, qui amène ce côté-là avant-gardiste et pionnière dans créer un mouvement. Et on a Dominique Dany. On ne pouvait pas passer à côté de l'intelligence artificielle. Puis, j'espère que tu ne te sens pas intimidée avec une gang de femmes. Là. Comment ça va, là? Tu vas faire ton possible. Excellent, excellent. Je voulais parler. Donc, vous avez tous votre expertise, mais je voulais savoir, dans un premier temps,
qu'est-ce que ça veut dire? Et prends ton micro, Ruth, juste pour être sûr quand ça va être le temps de parler. Donc, juste, je sais que tu es habitué de parler, toi, ça va te dire, hein? C'est bon. Alors, juste me dire, ça veut dire quoi pour vous l'intelligence collective? Parce que vous avez tous une forme différente de l'interpréter. Alors, vas-y, Vicky, je t'écoute. Bien, premièrement, merci beaucoup de nous avoir invités. Je suis super excitée d'être là. Alors, finalement, on s'est rencontrés. Finalement, on l'a fait. Oui. On s'est toujours dit, c'est une forme, justement, d'intelligence collective. On s'est toujours dit qu'un moment donné, on va faire quelque chose ensemble. Puis voilà, c'est la première étape. C'est la connexion. Merci d'avoir accepté. Alors, pour moi, en quelques mots, ça va être un mot que... C'est peut-être une phrase que je pourrais vous partager qui définirait pour moi c'est quoi l'intelligence collective. C'est aussi simple que, entre autres, transformer des idées en actions et que ces actions en deviennent des succès durables. Donc, c'est aussi simple que ça doit avoir un impact. Toutes les actions qu'on pose doivent être impactful, mais que ce soit transcendé de génération en génération. Moi, pour ma part, comment est-ce que j'ai créé justement cette intelligence collective-là, entre autres, c'est parce que j'ai trouvé un problème. Il y avait un problème dans l'écosystème dans lequel on vivait. J'ai grandi justement à Montréal-Nord, Saint-Michel. Ce sont des quartiers qui est le deuxième quartier le plus défavorisé du Canada. C'est un quartier où est-ce que le narratif qui a complètement été brisé par justement les institutions qui ont été créées ici, brisé par les médias de ce qu'on entend. On parle des gangs de rue, on parle des échecs scolaires, on parle des familles monoparentales, on parle des quartiers où est-ce qu'il n'y a pas du tout de gentrification. Il n'y a absolument rien qui se passe. Ils sont laissés à eux-mêmes. Alors nous, ce qu'on a fait, entre autres, c'est de pouvoir être une voix justement pour les non-desservis et de rendre cette société-là beaucoup plus forte, beaucoup plus enrichie, parce qu'on sait qu'en termes de diversité, c'est ce qui va faire transformer nos vies, c'est ce qui va faire transformer notre société, notre économie, puis c'est une clé qui est essentielle dans l'impact de chaque personne qui est ici aujourd'hui, parce qu'on ne le comprend pas quand on ne vient pas de ces quartiers-là, on ne le comprend pas quand on ne vient pas de ces environnements-là, puis c'est un mot qui va être important, c'est transformation aujourd'hui, transformation de génération en génération. Chaque personne qui est ici, ce n'est pas un paycheck seulement, c'est vraiment de penser à toutes ces personnes-là qui sont non desservies, qui sont mal traitées, si on veut, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas d'outils pour pouvoir se développer, mais qu'on leur rende, j'appelle ça de la croissance horizontale, qui devient une croissance exponentielle. Fait que voilà en gros. Oh, que j'aime ça. Ça part fort, hein? Ça part fort, on aime ça. Ça parle de ça, l'intelligence collective. Mais intelligence collective, mais je pense aussi, puis c'est un peu tu as créé un mouvement aussi avec le groupe 37-37. Justement, pour faire suite, je vais vous laisser la place. Inquiétez-vous pas, OK? Vous m'arrêtez seulement, vous avez juste à m'arrêter. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, quand je parle d'intelligence collective, c'est qu'on s'est mis ensemble. On a créé un mouvement fort, une culture forte qui fait en sorte qu'on a décidé de créer. Si je fais un certain contexte, je suis entrepreneur depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai eu mes entreprises, j'ai créé mes entreprises parce que, justement, mon ADN a été brisé. J'ai vécu de la discrimination clair et net. On m'a juste littéralement dit « Ton profil ne fit pas ». Je ne vais pas nommer de nom aujourd'hui. Non, c'est pas le but. Je ne ferai pas mal à personne. Inquiétez-vous pas. S'il vous plaît, nommez-moi pas dans les médias. Merci beaucoup. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai vécu de la discrimination, une discrimination qui m'a tellement fait mal, qui m'a tellement ébranlée. Oubliez pas, moi, j'ai grandi dans le quartier Saint-Michel à Montréal-Nord. Fait que moi, les écoles où est-ce que j'allais à l'école primaire, c'était multiculturel. Il n'y avait pas de discrimination, il n'y avait pas de mot raciste. Pour moi, j'étais comme vous, absolument comme vous. Fait que moi, j'arrive après mes études, je rentre chez un employeur, on me regarde. C'est la première fois quand on m'a dit « Vicky, on t'aime beaucoup, tu es enceinte, mais là, c'est le temps de passer le flambeau, reste à la maison avec tes enfants. Le profil qu'on a besoin, c'est une femme blanche, cheveux blonds, yeux bleus. » J'étais comme « C'est quoi mon problème? Je comprends pas. Il semble que j'ai un petit peu de blond, moi, avec. » Je comprenais pas du tout. Mais c'est à partir de là que j'ai créé. Par le besoin qu'on avait dans notre société, ça m'a tellement ébranlé que je me suis dit, je vais être une voix continue, ça va être une mission pour moi, et c'est de là qu'on a créé éventuellement le groupe 3737 en mars 2012. Et le groupe 3737, c'est quoi? C'est simplement un écosystème, un incubateur, une plateforme pour permettre à d'autres entrepreneurs issus des communautés ethnoculturelles
pour leur permettre de se développer, créer de la richesse et surtout un espace de relève pour justement tous ces jeunes-là qui n'ont pas de représentation dans ces quartiers-là, défavorisés, puis leur permettre justement d'atteindre leurs rêves. Fait on s'est battu. Ça a été vraiment une plateforme d'éducation. La diversité, le mot diversité, là, guys, c'était pas pantoute sexy. Fait qu'il fallait qu'on apprenne à éduquer chaque personne, des créateurs qui sont là, des innovateurs comme vous, des gens du milieu public, privé. C'était des gens comme vous qu'il fallait que j'éduque un à un pendant 10 ans. C'est là quand on parle de mouvement. Je suis désolée, je suis très passionnée quand je parle de ça. Oui, ça va. Ça va? Ça va tout le monde? Oui. OK. Alors, c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai créé un écosystème. Aujourd'hui, ça nous a pris 10 ans. Donc, c'est pas un sprint, la vie. C'est un marathon. Quand tu crées une entreprise, pour moi, ça va au-delà de, justement, le revenu. Pour moi, ça a été vraiment de créer ce mouvement-là puis de créer un impact aujourd'hui, tu as ta compagnie V-Cosmétiques International, mais ce qu'elle ne dit pas aussi, puis on va passer la parole aux autres, c'est que tu es la première en 200 ans, tu es la première femme à être présidente de la Chambre de commerce du Grand Métropolitain. Du conseil d'administration, exactement. Oui, bravo. Fait que ça valait la peine de le faire. Il fallait frapper les portes. Mais aujourd'hui, c'est tout à ton honneur. C'est ce que ça m'a amené. Et maintenant, Julie, moi, j'aimerais que tu nous parles. C'est une grande source d'inspiration pour moi depuis des années. Et ton histoire, elle est magnifique. Alors, parle-nous de toi, l'intelligence collective. Et ça, c'est Julie. Je vous raconte une anecdote. Julie, j'ai demandé ça. J'ai lu sur l'intelligence collective. Ben, c'est ça que je fais, moi, depuis des années, mais je ne le savais pas. Ça, c'est Julie. Alors, parle-nous un peu de c'est quoi pour toi l'intelligence collective? Mais c'est vrai, puis il faut que je partage aux femmes de la salle que souvent, je me suis dit, tu sais, c'est-tu têteux, c'est-tu femme, tu sais, demander l'opinion de tout le monde avant de prendre une décision. Mais dans le fond, c'est d'avoir les meilleures personnes qui t'entourent, puis d'aller chercher le cerveau de chacun. Puis je pense que la clé, c'est d'avoir des forces complémentaires autour de la table. Puis vraiment de questionner des gens, des fois, parfois, qui sont sur un sujet dans lequel ils ne sont même pas spécialistes, mais ça m'intéresse d'avoir leur opinion. Puis c'est ensemble qu'on est meilleur. Tu sais, pour moi, c'est comme tout le monde ne fait pas ça. Je pensais que tout le monde faisait ça. Non, ben non, c'est particulier. Ça, c'est du Julie. Ben voyons, c'est évident. Non, pas du tout. Ben non, c'est ta plus grande force. Et raconte un peu l'esprit de bienveillance qui a commencé avec ton grand-père, puis qu'aujourd'hui, tu poursuis. Puis ensemble, il y a une dizaine d'années, on a mis le BHAG d'être devenir meilleur employeur. Et là, ça fait plusieurs années consécutives que tu ça gagnes. aussi, c'est quelque chose que j'ai assumé parce que, tu sais, tantôt, quelqu'un, je pense que c'est Guillaume, m'a dit, faut choisir les gens, c'est plus important de choisir de qui on s'entoure, puis après décider, tu sais, comme dans Jim Collins, là, decide where to drive. Oui. Mais c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai trouvé des gens autour de moi qui étaient compétents, mais il y avait une autre qualité que je recherchais, il fallait qu'ils soient fins. Mais vraiment fins, vraiment bienveillants. Des joueurs A qui tirent les autres vers le haut, qui n'ont pas peur d'être dépassés. Fait que c'est vraiment ce que je recherchais dans mon équipe. Puis ceux qui ne répondaient pas aux critères, bien, ils ne sont plus là aujourd'hui. Oui. Ils sont plus là, puis c'est comme ça que l'intelligence collective peut vraiment vivre, parce que là, quand tu as des gens fins autour de la table, tu as des gens bienveillants, puis tu as une culture de respect, mais tout le monde se sent à l'aise de partager son opinion. Ils sentent qu'ils sont vraiment dans un endroit sécuritaire. Ils sentent que si... Puis souvent, il y a des chicanes dans mon équipe, hein, ça surprend parfois, mais moi, il n'y a pas de politique chez nous. C'est comme ça que j'attire des nouveaux joueurs dans mon équipe. Il n'y a pas de politique. Moi, viens pas me parler d'un autre dans le corridor, là, tu m'as pas, là. Non, non. Ouais. Si tu as quelque chose à régler avec lui, dis-le en face de nous, dis-le. Puis après ça, c'est fini. Fait que pour moi, c'est ça l'intelligence collective, c'est d'arriver à bâtir une culture de respect et de bienveillance qui fait que les gens sont à l'aise de parler. Oui. Puis tu vas chercher le meilleur d'eux. Puis dans cette culture-là de bienveillance, tu as eu une vision à un moment donné de dire, si je suis vraiment bienveillante, je peux rêver d'être le meilleur employeur. Oui, parce que tu peux rêver que ça cascade. Oui. Alors, parle-nous un peu de ça, de ta culture. Ben, écoute, ça aussi, je suis comme, ben, tout le monde est fin. Tout le monde est fin. Mais non, mais c'est de dire, écoutez, cet humain-là, je pense vraiment qu'il n'y a pas un humain qui se lève le matin et qui dit, je vais aller faire de la marde à la job, puis ça serait le fun de... Tu sais, je pense qu'au fond, ben, je vous dis, j'ai une belle naïveté, puis ça perdure, puis je suis plus si jeune que ça. Mais c'est ça, de penser que si tu t'intéresses vraiment à l'humain qui est devant toi, oui. Puis d'ailleurs, c'est ça, bien, comment on a cascadé notre culture, c'est vraiment nous en donnant de la formation à tous nos niveaux de gestionnaires,
vraiment, d'ailleurs en collaboration avec Apiculture, un autre de tes grands amis. Oui. Mais pour vraiment dire, tu sais, on coach nos chefs sur le savoir-faire, sur le savoir-être, beaucoup plus que sur le savoir-faire. Oui. Savoir-faire, ça s'apprend toujours, mais le savoir-être, c'est incroyable comment ça cascade, Cléo. On a eu un nouveau contrat, c'était en région, on a hérité beaucoup d'employés d'une ancienne compagnie. Puis les contremaîtres qui étaient en place, on leur a parlé, puis c'est mes directeurs qui leur ont parlé. Ils ont dit non, on ne peut pas de ces gens-là, ils vont tuer notre culture. Wow. Fait que là, j'ai dit on a réussi. On a réussi, puis on se mettait dans le trouble. Là. On avait besoin d'eux. Là. Fait que c'est ça qu'on fait. C'est cette notion-là. Puis, tu sais, moi, je parle beaucoup de gens dans la salle. On dit pour créer une culture aussi. Je pense que c'est une première à avoir créé aussi. Il faut comprendre que toi, c'est des gens qui font de l'entretien ménager dans des universités, dans des institutions. Et de gagner meilleur employeur, c'était quand même assez risqué à l'époque. Tu as créé une plateforme, un groupe Facebook privé qui s'appelle Planète Roi, où tous les gens se parlent. Tu as valorisé les talents. Parle-nous un peu de ça. C'est ça. Bien là, justement, le nouveau contrat qu'on a parti, je voyais passer les photos des équipes de travail. Les gens, c'est rendu vraiment une plateforme bidirectionnelle. On rêve tous de ça, là, mais ça a marché. Tu sais, au début, c'est nous qui alimentons. C'est une simple page Facebook interne. Hein. C'est comme un intranet. Mais puis c'est un peu, tu sais, on désinscrit les gens qui quittent l'entreprise. Ça se fait à bras, là, c'est un peu... mais c'est très puissant comme outil, là. Et c'est rendu ton moyen de communication. Je me rappelle pendant moyen de communication, mais aussi c'est moyen de communication des employés entre eux. Des fois, il y a quelqu'un qui va juste publier un beau plancher qui vient de décaper, puis là, tout le monde le félicite, puis « Ah, t'es rendu sur tel contrat », puis ça crée vraiment une culture... Et il faut aller, puis moi, je dis toujours, ceux qui ont des intranets, là, le soir, les gens, là, ils ne scrollent pas sur l'intranet, OK? Mais ils vont scroller sur le groupe Facebook, OK? Fait qu'on est mieux d'aller là où les gens sont. Donc, puis ça, je pense que tu l'as compris, tu t'es adapté, tu as créé le Campus Roi également. Donc, beaucoup d'investissements, croire en tes gens, croire qu'il y a du bon monde et de développer. Mais ça, c'est pas juste mon idée, c'est l'intelligence collective de mon équipe. Oui, exact. Ton équipe qui est ici, d'ailleurs, ce soir, on est content qu'il soit là. Excellent. Ruth? Tu es ma super ambassadrice de l'entrepreneuriat féminin. Tu as créé un réseau extraordinaire où l'intelligence collective des femmes est là. Et justement, l'extrait vidéo, tu as parlé de richesse. Alors, parle-nous de pour toi, c'est quoi l'intelligence collective? En fait, je dirais, moi, moi, c'est ma passion. Oui. J'ai quitté Alcan pour fonder mon entreprise. Si j'ai un accent, c'est pas que je viens du Saguenay, puis je ne l'ai pas perdu encore. Et j'ai fondé cette entreprise-là, puis ce qui m'habite depuis le début, c'est créer des héros à tous les niveaux. Oui. Moi, embaucher quelqu'un puis dire, ben, dans un an, j'aimerais ça, c'est ma job que tu prennes. C'était toujours ce qui m'a animée. Mais pour ça, il faut connaître les gens qui sont autour de la table. Oui. Alors, ça a toujours été hyper important pour moi de valider, de réfléchir ensemble, de décider, mais surtout d'agir. D'agir puis de prendre des décisions. Moi, je n'ai pas peur de ne pas avoir la bonne réponse. Ça ne me dérange pas. Je veux juste la meilleure pour le meilleur de tout le monde. Alors, je n'ai pas d'orgueil, je n'ai pas d'ego à ce sens-là du tout. Et j'aime provoquer les discussions, j'aime le faire de différentes façons. Parfois, je vais faire ça, parfois, tout le temps, je vais faire ça d'une façon très, très, très informelle. Je vais, dans notre chat d'équipe, je vais juste dire, est-ce qu'il y en a qui ont le goût de jaser de telle chose demain à l'heure du midi? Et là, ça arrive, ils viennent passer la journée au bureau et on jase de toutes sortes d'affaires. Et je dis, mais est-ce que je vous ai dérangé? Non, j'ai été chercher les meilleures idées du monde et pour moi, je trouve ça formidable. Puis, je vais juste faire un petit point, Théo. Moi, on t'a rencontré, nous, tellement, tellement au bon moment, parce que, tu sais, des fois, en entrepreneur qu'on est, on calcule en piastres, tu sais. Puis quand tu as commencé l'idée de faire un petit get-together le lundi matin, puis un autre le mercredi après-midi, puis un autre le vendredi matin, moi je disais en un homme, ça coûte des piastres, ça. Et pendant quelques mois, j'ai vécu avec Caroline, on a besoin de dire des choses intelligentes parce que je trouvais que ça coûte cher. Mais je ne le disais pas, parce que je t'écoutais, j'avais confiance en ce que tu disais. Et la pandémie est arrivée.
youpi, parce que tout ce qu'on a fait et toutes ces années-là après, on a encore gardé les trois get-together de la semaine pour partager notre intelligence puis être sûr qu'on travaille au niveau de la compétence de chacune. Et à toutes les fois que j'embauche quelqu'un, la première journée qu'elle rentre puis qu'elle est dans la porte, je lui dis, pour t'embaucher, il fallait que j'écrive quelque chose sur le papier. Maintenant, ce matin, permets-moi de le déchirer. Puis au bout de 2 mois, tu me diras, je voudrais savoir à quelle place que tu es vraiment bonne pour que ce soit là que je t'utilise. Viens voir. Exact. Et c'est ça, tu as bâti une belle ouais. équipe, mais tu as bâti aussi, en fait, toi, j'aime toujours ça, je me rappelle, la première fois que je t'avais rencontré, tu avais dit « prospérité se conjugue au féminin ». À peu près. Oui, ah, tu avais dit ça. Moi, j'aimais ça. Et tu avais créé, en fait, tu as tout créé un écosystème où la femme doit prendre sa place. Peux-tu nous parler un peu de WeConnect? Tu sais, pour moi, c'est une forme d'intelligence collective, les missions commerciales que tu fais pour aider aussi les femmes. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? En fait, moi, j'ai été entrepreneur pendant 25 ans. Et la seule chose que je trouvais, c'était qu'on n'avait pas bien d'aide. Puis au Saguenay, on en avait encore moins. Ça fait 35 ans, là. Et on en avait encore moins. Puis quand je suis arrivée au réseau, je me disais, Colin, ça serait le fun. D'abord, c'est un réseau qui était très gestionnaire. Puis moi, je voulais le tourner entrepreneur. Et WeConnect, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment comment les grandes entreprises décident de diversifier leur chaîne d'approvisionnement en ajoutant des fournisseurs qui font partie des groupes sous-représentés, dont les femmes font partie. Alors moi, je représente un groupe de femmes qui ont souvent des petites entreprises et je me disais, comment je peux être l'allié de ces femmes-là? Alors, une de mes forces premières, c'est d'être développeuse. Je n'ai pas vraiment peur de développer. Alors, je vais frapper aux portes des grandes entreprises pour voir combien ils veulent acheter, ils veulent s'engager à acheter auprès des femmes entrepreneurs du Québec. Et quand la pandémie est arrivée, justement, le gouvernement m'a appelé pour dire « Oh mon Dieu, Ruth, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les femmes, comment elles vont se relever de ça? » Alors, on a monté un programme. On va parler encore de la Caisse de dépôt parce qu'on venait de finir une plateforme avec eux. On a dit « On ne la lancera pas pendant la pandémie. » Et quand le gouvernement a téléphoné, on va prendre la plateforme, on va la lancer. On a pris 500 femmes entrepreneurs au Québec. On les a emmenées là. Et je suis allée frapper aux portes personnellement des grandes entreprises pour dire combien tu vas acheter cette année des femmes entrepreneurs. Et on avait eu des engagements de toutes sortes de façons. J'avais dit au gouvernement, ben écoute, on va commencer, on va se pratiquer, on va se faire la main. On devrait acheter on devrait avoir un impact économique d'à peu près 11-13 millions dans les 3 prochaines années. On a eu un impact direct de 80 millions en 3 ans. Wow! Le gouvernement était content. C'est une belle intelligence collective. On a pondu le projet ensemble, en intelligence collective. Exactement. Quand le ministre m'a appelé, j'ai fait OK, on va s'asseoir, on va réfléchir. On va le faire. En 4 jours, la proposition était montée. Ça, c'est du rude. Oui, c'est du rude. C'est du rude. Et Dominique, de ton côté, et là, dans le fond, tu as un sujet. Et moi, quand j'ai fait le podcast avec Olivier et toi, ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a le buzzword de AI, OK, le IA, l'intelligence artificielle, c'est comme un buzzword. Puis là, les gens, ils pensent parce qu'ils utilisent ChatGPT, ils utilisent l'intelligence artificielle. C'est un des outils de l'intelligence artificielle. Mais j'aimerais que tu me parles comment on doit se positionner. Quelle est la posture des entrepreneurs par rapport à l'intelligence artificielle pour maximiser l'intelligence collective? On a fondé MoveAI il y a 6 ans, puis c'était à la fin d'Element AI dans ce temps-là. Puis depuis 1993 au Québec, avec le Mila, avec Joshua Bengio, on fait de la recherche, on développe le talent. Tout le monde, on est vraiment reconnu mondialement pour tout ce qui est de l'intelligence artificielle, mais au Canada, on est les derniers à l'implémenter dans nos organisations. Fait qu'autant on a tout le savoir, autant on ne l'utilise pas. Fait que pour moi, l'intelligence artificielle, ce qui est important dans ce qu'on dit de collectif, c'est que cette technologie-là, elle peut être transformative pour tous les entreprises qu'on a ici aujourd'hui. Puis, il faut absolument s'y mettre maintenant. Fait que, oui, ChatGPT, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé puis qui est utile pour nous parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a personne ici qui se demande est-ce que je dois faire l'intelligence artificielle, mais plutôt qu'est-ce que je dois faire puis comment je commence. Fait que, nous, depuis 6 ans, tout ce qu'on fait, c'est de dire, OK, l'intelligence artificielle, ça doit être utile pour régler des vrais problèmes de business. Fait que
C'est pas parce que ton CA il dit « Hey, fais quelque chose en AI » parce que moi, il faut que je dise à mes actionnaires qu'on en fait. Je pense pas que c'est la bonne façon de prendre ça. Fait que c'est quoi les vrais problèmes que vous vivez tous les jours? Puis qu'est-ce que vous faites de façon assez automatique et récurrent? Il y a probablement un cas d'utilisation de l'intelligence artificielle là. C'est là qu'il faut commencer. Puis je dis toujours, mettez un pied dans la piscine. Il faut y aller, allez-y, commencez. Puis commencez chez vous le soir avec ChatGPT. Faites le poème pour la Saint-Valentin, vous l'avez sûrement tous déjà fait. Mais essayez de pousser la machine. Posez des questions à ChatGPT. Prends des états financiers publics, là, puis donne-les à ChatGPT, m'en dit des interpréter pour toi, puis pose-lui des questions suite à ça sur les constats que lui fait, puis joue avec ça, tu vas capoter. Ouais. Tu vas dire, OK, c'est beaucoup plus puissant qu'on le pense, puis dans plein de cas, que ce soit de l'interprétation de l'image, du son, de la vidéo, interprétation de la donnée, génération de contenu, synthétiser du contenu. On parle d'intelligence collective. Dans le Generative AI, il y a toute l'intelligence collective, la planète qui a été regroupée dans un algorithme. Oui. Si on est capable de bien le questionner, puis il y a un nouveau métier là, qui apparaît qu'on appelle les prompt engineers. Fait que c'est quoi la capacité à développer? C'est la capacité à poser les bonnes questions à l'outil pour avoir le résultat attendu. Fait que tu peux lui dire, fais-moi un poème, enter. Il va faire un poème. Mais si tu lui dis, je suis Dominique Dany, président de MoveAI, je prépare ma rencontre mensuelle avec tous mes employés, j'aimerais leur parler de valeurs, voici mes valeurs, voici ma mission, comment je devrais présenter ça, enter, ben, il va te répondre une réponse qui est beaucoup plus puissante que ce que la majorité des gens n'ont pas compris que ça pouvait faire. Exact. Donc, commencez, mettez le pied dans la piscine, puis la façon simple de commencer, c'est commencer avec ChatGPT. Mettez rien de public, de privé là-dedans, mettez pas vos données là parce que vous les donnez au monde. Oui. Donc, il y a des moyens de s'installer des instances privées dans vos organisations. Il y a des moyens de s'abonner. Les grands de ce monde font aujourd'hui des outils qui sont... t'assurent que la donnée va rester chez vous, mais il faut y aller, il faut commencer maintenant. Si vous n'avez pas commencé, vous êtes déjà en retard. Oui, exactement. Merci de le dire. Puis, tu sais, tu avais des notions aussi. On disait que Chat pouvait améliorer 25 peut-être la capacité de l'équipe, de la capacité de l'individu et sa qualité de 40 non? Oui, exact. Sans le remplacer. BCG, qui est une grosse firme de services conseil, a prouvé là, avec des faits que ses consultants étaient 25 fois plus rapides avec ça date d'il y a 18 mois. Là. C'est 4-5 mois après la sortie du Generative AI, il y avait déjà des gains de 25 en vitesse, mais de 40 en qualité. D'habitude, quand tu vas plus vite, tu botches puis tu fais du moins bon travail. Là, c'est le contraire. Tu peux aller plus vite et faire de la meilleure qualité, du meilleur travail. OK. Excellent. Fait qu'on comprend. Fait que là, on voit une belle diversité de connaissances. On est déjà à la fin. On a dépassé notre temps, mais j'aimerais avoir une phrase qui est un peu le message de dire si on ne veut pas perdre un peu cette notion-là, le message à transmettre sur l'importance d'avoir une culture d'intelligence collective, c'est quoi? Une phrase. Vicky, es-tu capable d'une phrase? Moi, c'est la deuxième fois que je suis sur un panel après elle. Tu sais, on a tout le temps l'air. C'est ça. Mais c'est ça. Non, c'était aussi pire de passer après toi. J'aurais juste répété ce que tu as dit. Là, OK. Mais dans le fond, un message à transmettre, l'importance de l'intelligence collective à vos yeux. Vas-y, veux-tu y aller? Tu as de l'air près, Dan. Je n'étais pas prêt, mais je vais y aller pareil. Aujourd'hui, avec les départs à la retraite, la complexité de recruter, il est important, à mon humble avis, d'encapsuler le savoir pour être capable de l'utiliser plus tard. Et c'est ce que te permet l'intelligence artificielle. Donc, essayez de prendre... Tu parlais d'un intranet tantôt, là, les gens, ils ne fouillent pas dans l'intranet. Bien, anyway, si tu fouilles, tu ne trouves rien. Fait que tu continues à fouiller. Aujourd'hui, on déploie des chatbots, des agents qui vont aller consulter notre intranet, mais avec juste des questions, on est capable d'aller chercher la bonne réponse. Et de plus en plus, on va voir ça. Donc, pour moi, c'est encapsulons le savoir avant qu'il disparaisse. Puis, avec la pénurie de la main-d'œuvre, l'AI est là pour nous aider. Et il va régler bien des problèmes. Puis, il ne remplacera pas des humains. De toute façon, il nous en manque, on n'en a pas assez. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Ruth, de ton côté? Tu sais pas ce que tu manques en ne connaissant pas la compétence qui t'entoure. Oui, c'est vrai. Julie?
Moi, je rebondirais sur ce que Dominique a dit. Le monde va vite, là, puis c'est de plus en plus complexe. Si tu ne sers pas des forces de tout le monde, t'es faite. Oui. Mais moi, je dirais pour terminer que l'inclusivité, elle est extrêmement importante. La différence des idées, la différence des compétences, la différence des pensées, aller beaucoup plus loin, transverser tous les pays s'il le faut, mais d'être ensemble, c'est ce qui va vous permettre de créer une réalisation d'idées concrètes avec impact durable et de l'innovation et de la création de richesses pour notre économie. Excellent. Merci beaucoup. Merci. On est des fans de toi. Oui. Merci. C'est fun. Donc, je vous invite à descendre de ce côté-ci. Maintenant, je sens que les gens parlent. On a comme envie de passer à la prochaine étape. Alors, on va faire ça vite. Je vous demanderai votre attention un petit 5 minutes. Et par la suite, vous pourrez prendre un bon verre de vin et poursuivre avec le photo booth. Donc, On est 4 femmes de tête, toutes eu le cancer, mais on veut changer le monde. De fonder Garde tes cheveux, ça a été ma façon de donner un sens à cette expérience-là. Je me suis dit, je l'aurais vécu parce qu'il fallait que je crée Garde tes cheveux pour changer les choses. Premièrement, d'informer autant les patients et patientes, je vais le dire, mais aussi les cliniciens et la population en général, qu'il est possible de garder ses cheveux en chimiothérapie. Moi, ça m'a donné, finalement, ça a conservé ma confiance en moi. Donc, ça m'a donné l'énergie de poursuivre justement mes traitements et tout ça. Puis ça a sauvé, je pense, une bonne partie de ma santé mentale. Pour moi, ça m'a juste drivé à changer les façons de faire puis à dire comment je vais sortir grandie et plus forte de ça. Bien, comme on le dit si bien, on va changer le visage du cancer. Un cheveu à la fois! Yeah! Exact! C'est ça. Oui! Donc, j'aimerais vous terminer ces deux panels. Est-ce qu'on a eu des beaux panélistes? Vraiment? Wow! Merci! Il y avait beaucoup de pépites d'or, il y avait beaucoup de choses intéressantes qui vont vous porter à réflexion, mais je reviens, pensez à vos faits brutaux. Maintenant, je demanderai votre attention. Il y a beaucoup de gens qui parlent à l'arrière. J'ai besoin d'avoir 5 minutes de votre attention, s'il vous plaît, parce que c'est quelque chose de très important que je veux vous parler. C'est vraiment la Fondation Garde tes cheveux. Donc, en novembre 2022, j'ai commencé ma chimiothérapie et j'ai fait la découverte de femmes extraordinaires. Donc, aujourd'hui, le CA est ici. Donc, on a Sophie Truesdale, Sophie Reiss, Jasmine, moi, Alexandra et Christine aussi, qui est la maman de Sophie. Nous sommes 6 femmes qui avons eu le cancer et qui avons fait le casque réfrigéré pendant nos traitements de chimiothérapie. Nous sommes toutes des femmes qui ont une carrière active, comme vous pouvez l'imaginer, avocates, comptables, etc. On a une job à temps plein. On n'a pas de permanence à temps plein à la Fondation, mais on fait ça avec cœur et vraiment, on essaie de mettre tout notre cœur, toute notre énergie pour faire une différence. Alors, j'aimerais ça inviter la fondatrice de la Fondation, Sophie Truesdale-Ménard. Est-ce qu'on s'assoit? On s'assoit. Les gens ont le goût de jaser, fait qu'on va faire ça vite, mais okay. je voulais prendre un moment. La dernière fois, quand on était venu, tu ne pouvais pas être là à mon événement au mois de novembre, mais Sophie, on a, depuis ce mois de novembre-là, on a explosé un peu la Fondation, mais je trouvais ça important que les gens comprennent pourquoi tu as parti de cette fondation-là, puis que tu viennes nous parler un peu aujourd'hui avec ton cœur. Oui. Bien, première chose, levez la main ceux d'entre vous qui aiment quelqu'un qui a ou qui a eu le cancer dans cette salle. Regardez autour de vous. Okay? Ça touche beaucoup de monde. Moi, comme plein d'autres, j'ai eu le cancer du sein. J'ai eu un diagnostic le 21 décembre 2016. Joyeux Noël. Mes enfants étaient tout petits, mes petites jumelles avaient 7 ans, mon fils avait 3 ans. C'était un choc monumental. J'avais aucun facteur de risque. Ça a été comme si je m'étais fait frapper par la foudre. Puis à ce moment-là, j'ai senti une énorme perte de contrôle. J'ai eu l'impression que le milieu hospitalier prenait le contrôle de ma vie puis que je perdais pied. Ça a été une grosse épreuve. Puis j'ai trouvé ça vraiment dur.
Puis finalement, ben, il y a une amie d'une amie, puis j'en ai entendu parler par cette amie-là qui m'a dit « J'ai une amie, moi, qui a gardé ses cheveux en chimiothérapie. » Là, j'étais là, quoi? Parce que moi, j'allais avoir un gros plan de traitement là, avec le diagnostic que j'avais qui incluait de la chimiothérapie. Donc là, elle me met en contact avec cette fille-là qui me dit « Oui, j'ai utilisé des casques réfrigérants pour garder mes cheveux. C'est utilisé depuis plus de 30 ans en Europe. J'ai fait des recherches, j'ai fait venir ça, j'ai commandé ça des États-Unis. » Là, j'ai dit « Oh mon Dieu, donne-moi les informations. » Puis là, je me suis mis à fouiller. J'ai décidé de l'essayer. Puis avec la chimio que j'allais avoir, 16 traitements sur 6 mois, j'étais censée perdre tous mes cheveux après le premier traitement. Là. Ma chirurgienne oncologue me disait « Ouais, je pense pas que ça va fonctionner, mais si tu veux l'essayer, t'as bien beau. » Je me suis dit « Ben, coudonc, j'aurais pas de regret de ne pas l'avoir essayé. Je vais l'essayer. » Je me suis organisée. Je me suis rendu compte vite que c'est devenu pas juste une affaire de cheveux ou de coquetterie ou quelque chose comme ça. C'est devenu une façon de reprendre une partie du contrôle sur ma vie. Ça a été une façon, tu sais, mon conjoint là, qui aurait tellement voulu prendre une partie de ma souffrance puis qui se sentait tellement impuissant dans la situation, ça a été une façon de lui donner un rôle parce que c'est lui qui tenait le protocole puis qui organisait les choses parce que, bon, tu sais ce que c'est, hein, faire les casques réfrigérants, c'est tout un protocole, puis ça demande quand même de l'énergie, puis ça demande un accompagnateur qui va nous changer les casques régulièrement, qui va manipuler ça dans la glace et tout. Donc, c'est un job. Donc, mon mari s'est donné ce défi-là, puis ça nous a fait comme un travail d'équipe. On focusait sur les casques au lieu de focusser sur notre stress, sur la chimiothérapie, sur le liquide rouge que je voyais passer dans le tuyau puis qui s'en venait dans ma veine. Puis là, mon chum me disait, non, les casques, focus. Tu sais, c'était comme... Ça te fait un beau projet de couple aussi. Oui. Oui. Puis c'était incroyable, la dynamique. Là, tout le monde s'est mis à venir voir parce que de traitement en traitement, je revenais avec mes cheveux. Là, mon oncologue était surprise, mon infirmière pivot était surprise, tout le monde était surpris. Il faut dire qu'à l'époque, tu avais été obligé de le commander des États-Unis. Exact. C'était pas commun. Tu sais, au CHUM, il n'y avait pas vu ça de mémoire d'homme. C'était peut-être déjà arrivé, mais personne ne s'en souvenait en tout cas. Oui. Donc, pour eux, c'était comme la première fois qu'ils voyaient quelqu'un faire ça. Puis là, on ouvrait la glacière de glace sèche, il y avait de la fumée qui sortait. Là, tout le monde était là, qu'est-ce qu'elle fait, tu sais? Mais là, quand il y avait des filles qui disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Puis là, je disais, ben, je fais des casques réfrigérants pour garder mes cheveux. Puis là, je voyais la fille avec les cheveux jusqu'ici qui faisait comme, quoi? J'aurais pu garder mes cheveux? Puis là, ben, il y avait 2 réactions possibles. Soit elle se mettait à pleurer, soit elle se mettait en colère. Genre, pourquoi personne ne me l'a dit? Oui. Puis effectivement, moi, dans la vie, je suis avocate. Le principe du consentement éclairé, c'est comme bien important. Hein? Oui. Et là, moi, ça me heurtait parce que je me disais, c'est épouvantable. On dit à tous ces gens-là, vous allez faire de la chimiothérapie, vous allez perdre vos cheveux, puis il n'y a rien à faire. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. On ne donne pas l'information. J'ai trouvé ça épouvantable. Puis en parallèle, j'étais très en colère par rapport à ce cancer-là. Pourquoi moi? Pourquoi ce cancer-là avec des enfants si jeunes? Puis là, moi, en plus, ben, il est revenu, puis il est revenu. Puis là, je me disais, comment ça se fait que moi, j'ai ça, ce cancer récurrent? Puis je cherchais un sens, puis j'en trouvais pas. Finalement, je me suis dit, ben, je vais donner un sens à cette expérience-là. Puis pour moi, ça a été de fonder Garde tes cheveux. Je me suis dit, bon, ben tiens, je ne l'aurais pas vécu pour rien. Je vais me donner comme mission de faire connaître cette technique-là. Puis la prétention, c'est pas de dire que tout le monde devrait faire les casques réfrigérants. On va se le dire, moins 35 sur la tête, c'est pas une partie de plaisir. Tu sais, il faut faire ça avant la chimio. Mais c'est comme un popsicle, tu sais, ça dure, c'est comme un brain freeze. Après ça, t'es correct. Après ça, on s'habitue. Mais tout ce protocole-là, toute cette organisation-là, ça demande de l'énergie, ça demande de l'organisation. C'est pas pour tout le monde. Mais il y a une chose qui est certaine, par exemple, c'est qu'il y a des femmes qui refusent la chimiothérapie parce qu'elles ne veulent pas perdre leurs cheveux. Oui. Il y a des femmes dont la vie arrête qui arrêtent de vivre parce qu'elles ont perdu leurs cheveux. Quand on voit une femme pas de cheveux, là, la première chose à laquelle on pense, c'est le cancer. C'est pas tout à fait pareil pour les hommes, hein, messieurs. Vous pouvez avoir des calvities qui ne sont pas dues au cancer. Donc, si on voit un homme chauve, on peut penser que c'est un choix, que c'est de l'hérédité, que c'est un look. Mais une femme, il y a un stigma qui est associé à la tête chauve. Puis, ça fait que tu n'as pas de discrétion dans ton parcours. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui affecte particulièrement les femmes dans cette situation-là. Et donc, je trouve que c'est important de donner la possibilité de faire un choix éclairé en donnant de l'information qui est juste, qui est complète, qui est neutre, pour permettre aux gens de faire un choix éclairé.
est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pas pour moi? Est-ce que j'ai envie de m'investir et d'investir là-dedans ou pas? Et c'est là qu'on veut sensibiliser aussi les entrepreneurs. Vous êtes des entrepreneurs, vous avez tous connu des gens. Et là, vous voyez à l'écran ici, on a 8 des femmes qui refusent la chimiothérapie. Et c'est là que souvent, on va avoir les oncologues qui vont nous appeler. Là, c'est là qu'ils nous les réfèrent quand ils ne veulent pas faire de chimio. Alors, on aimerait ça sensibiliser et donner le choix dans un premier temps. On a 4 piliers d'action, donc, comme fondation. Donc, quand on parle d'accompagnement, on s'est beaucoup démené dans les dernières années. Donc, on a fait plus de 100 prises de contact via notre site web dans la dernière année. On a un soutien 7 sur 7. Pensez qu'on travaille tous à temps plein. On soutient 7 jours sur 7, 365 jours par année les femmes qui veulent avoir de l'information. Un partage de connaissances. On remercie Boléan qui nous a aidé à faire un super site web. On a des questions. Donc, on a eu plus de 8700 visites, 10 formations et on est fiers. Je te laisse parler de nos beaux programmes. Parce que, évidemment, le début de notre mission, c'était de mettre de l'information à la disponibilité des gens, ce qu'on a fait avec un superbe site Internet, effectivement, bien documenté. Puis là, cette année, notre souci s'est tourné vers l'accessibilité. Parce qu'il y a un coût à ça. Ce n'est pas quelque chose qui est offert par le système de santé. C'est quelque chose qui doit être fait en autonomie par les patientes actuellement. Et donc, il y a un coût de location des casques manuels, puis il faut acheter de la glace sèche à chaque traitement. Donc, il y a un coût à ça, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Donc, pour favoriser l'accessibilité, on a cette année travaillé sur une entente avec Linde, qui est le fournisseur, le plus gros fournisseur de glace sèche au Canada, qui était un fournisseur mondial, là, pour qu'il nous fasse des prix préférentiels pour les patients qui utilisent les casques réfrigérants, des prix uniformisés aussi dans toutes leurs succursales. Et puis là, on les travaille pour un programme d'accès pour les femmes qui sont en région où, en plus du coût d'achat de la glace sèche, il y a un coût de transport, de shipping, qui est très important. Donc, pour offrir la glace à un prix similaire dans les grands centres aux gens qui sont en région en enlevant les frais d'envoi. Ça, c'est le programme avec Linde. Ensuite, on a le Saphir. Il y a Chantal qui est dans la salle, de la Fondation Jean-Marc Paquette. Ils ont décidé d'investir avec nous on a notre première patiente qui va avoir droit à ça. Notre première patiente, puis dans le fond, eux, c'est un programme qui vise principalement les femmes à faible revenu, qui vise exclusivement les femmes à faible revenu. Qui ont le cancer du sein. Qui ont le cancer du sein, puis qui veulent utiliser les casques. Puis ensuite, on a le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière, comme quoi il y a de la crédibilité même dans le domaine médical, qui a décidé de faire une démarche pour rendre accessible le casque à leurs patients et donc qui ont débloqué des fonds à l'aide de leur fondation pour rendre le casque accessible à environ 35 patientes là, qui voudraient les utiliser. Et pour terminer, en fait, on a un impact, je ne sais pas s'il y a des gens ici dans la salle qui écoutent STAT, mais la fameuse médecin dans STAT a fait le casque réfrigérant, fait qu'on remercie notre Sophie Reyes qui a su parler à Fabienne Larouche pour sensibiliser les gens sur le casque. Donc, j'espère que vous allez être des bons porte-parole ce soir. Et dans le fond, on va se lever. J'inviterai les membres de la Fondation à venir nous rejoindre sur scène. Merci, Sophie, d'avoir créé ça. Je pense qu'on est une belle gang de filles. Ils s'en viennent. Donc, venez-vous-en, les filles, sur la scène. Donc, pour être capable et en fait, vous avez payé un montant ce soir pour votre billet, mais l'intention, c'était réellement d'être capable... Oui, on peut se tasser. On va se tasser comme ça. Il nous manque Sophie Reyes qui s'en vient. Elle s'en vient. Donc... Alors, on voulait terminer cette belle soirée-là, les filles, en vous remerciant du fond du cœur, car grâce à vous, on a cumulé un beau... Les filles sont où, mes collègues? Ah, sont là! OK, on a cumulé un beau 15 000 $ pour la Fondation! Yes! Merci beaucoup, tout le monde! Alors, sur ce... Yes! Merci. Hein? Une photo drôle. Une photo drôle. Wouhou! Excellent. Fait que vous pouvez descendre par ici. Donc, merci beaucoup.
Et pour l'occasion, Puis venez bonjour. nous visiter à notre lounge Garde tes cheveux. On a des belles brosses à cheveux. C'est magnifique dans les bonnes Noël. Oui, effectivement. Donc, ce soir, repartez avec votre petite brosse, mettez ça dans vos bonnes Noël. Vous pouvez faire des dons, vous pouvez avoir des programmes, tout ce qui vous tente. On est ouvert pour tout ça. Et juste vous dire, les podcasts qui s'en viennent d'ici la fin de l'année, les podcasts l'année prochaine, on lâche pas, on continue. On a du beau monde qui va être là. Je vous invite au photo booth. Et maintenant, c'est le temps de la pause festive avec Lester's. Donc, quoi de mieux que terminer cette soirée avec des roteux? Merci tout le monde! Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.